Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là pour cette grosse session. On va beaucoup parler de digital, de numérique, et on va commencer par une table ronde sur le journalisme et la création de contenu. Quelle convergence! Alors j'ai beaucoup de monde avec moi autour de la table. Hervé Brusini, président du prix Albert Londres. Juste à côté, Benoît Lecor, donc journaliste indépendant. À côté, Charlotte Vautier, journaliste indépendante. Ensuite, Walid Berissou, journaliste à France Télé, membre de la commission des journalistes de la SCAM. Et enfin, Camille Lafrance, directrice de FECOF, donc une association d'éducation aux médias et à l'information que vous pouvez retrouver là-haut. Merci beaucoup à tous les cinq aujourd'hui d'être là. Moi, je suis Charlie Perrault, je suis chef du service tech, médias et start-up aux Échos. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ces échanges, mais je compte surtout sur mes intervenants. Je vais commencer par toi, Hervé. Ouais. Je voudrais savoir, peut-être pour commencer, on va dire, ce propos, qu'est-ce que les créateurs de contenu et peut-être les journalistes télé aujourd'hui donc de terrain ont aujourd'hui en commun, tu dirais? Alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'ils sont tous les deux journalistes indépendants, mais les autres aussi. On est indépendants. C'est important. Alors déjà, on a l'indépendance en commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Et qu'est-ce qui est un peu différent, voire très différent? La première chose commune, je dirais, c'est le matériau, les matériaux. On a en commun les sons, les images, et donc ce qu'on fait avec, à savoir un récit, une narration. Ça montre quand même qu'on a des rapports familiaux. On sait de quoi on parle les uns et les autres, et quand on se regarde, si j'ose dire, on apprécie la communauté du travail et les arts de faire. C'est là que ça devient encore plus intéressant, on va y venir. C'est ce qu'on appelle un teasing puissant. Après, il y a une autre chose en commun, pas forcément, mais quand même, c'est ce que j'appelle la déambulation. La déambulation, c'est le geste premier du journaliste, c'est-à-dire aller voir, comme la chanson de Feu Chatterton. Et donc, si on ne va pas voir, on en parlait tout à l'heure avec des étudiants d'école de journalisme, on n'a pas cette puissance du terrain qui préserve un peu pour utiliser un gros mot actuel, la fake news ou l'IA. Le fait d'aller sur le terrain est déjà une garantie de véracité. On a ça en commun. Après, on a des choses qui sont assez différentes. Par exemple, quand à la télévision on fait un sujet, on ne se préoccupe pas, et on en parlait tout à l'heure, de l'audience. Alors je sais qu'on a du mal à le croire, mais je vous assure que le reporter qui rentre à toute pompe pour livrer son sujet 20 heures, il pense d'abord à le faire. Vous êtes je dirais presque des ingénieurs de la narration. C'est-à-dire, vous prenez garde à comment vous allez la conduire, comment elle est perçue. Et ça, ça veut dire que nous étions à deux. Je veux dire par là, moi et l'audience qui regarde. Eux, ils sont à trois parce que l'audience, c'est une conversation. Cette narration inclut la personne à laquelle il parle. Et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et ça donne une sorte de pacte, pour le coup, de contrat, c'est pas d'arty, hein, mais c'est quand même un vrai contrat de confiance renouvelé. Et ça, c'est absolument génial. Pour moi, c'est là qu'il y a une source de sourire devant la bonne nouvelle qu'ils incarnent. C'est le mot. Vous incarnez une bonne nouvelle pour le journalisme. Après, il va falloir aller plus loin et donc, comme nous nous sommes posé des questions éthiques et déontologiques, après 1918, on a raconté tellement d'imbécilités, de contre-informations sur la guerre,
que des gens ont pensé devant la crise de confiance qu'il fallait créer une charte. C'est la charte de 1918. Nous étions des corrompus et des menteurs. Et après, chemin faisant, il y a eu des renouvellements, des mises à jour, Munich et autres, vous savez ça par cœur. Eux sont des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas seulement des journalistes, parce que, à mes yeux, ils font du journalisme. Alors, je sais que ce pays adore les étiquettes, les producteurs de contenu, les créateurs de contenu, les réalisateurs, le documentaire, le grand reportage. Et on se prend la tête là-dessus, et on se tape la tête contre les murs, et on se tape la tête entre nous, alors que de l'autre côté, le monde bouge et vit les drames. Ça a parfois un caractère un peu dérisoire, peu importe. En revanche, donc, ils sont des chefs d'entreprise, ils cherchent les moyens de subsistance parce qu'ils sont seuls, il n'y a pas une rédac là derrière, ou parfois quand ils travaillent pour la rédac. Et donc, comme ils sont seuls, il faut bien qu'ils aient des sources de financement. Ah, ça y est, les problèmes arrivent. On va me demander d'incarner une pub pour la banque qui veut 1 minute dans ma voix, voire dans mon physique, où j'interromps mon sujet et ça redémarre derrière. Alors, bien sûr, il pose des limites. Le fait que la banque n'a pas d'influence sur leur contenu éditorial, beaucoup de choses, ils en parleront. Mais ce que je veux dire, c'est que la préoccupation éthique et déontologique, on l'a en commun. Eux, puissance intense, du fait de cette condition de chef d'entreprise qui est la leur. Je veux bien voilà, que vous réagissiez peut-être à ce qu'a dit, tous les deux, à ce qu'a dit Hervé. Vous êtes des ingénieurs. Est-ce que d'ailleurs, vous avez changé un peu votre façon de travailler? Parce que vous avez bossé pour d'autres médias avant. Est-ce qu'il y a des choses vraiment similaires ou au contraire, c'est complètement différent finalement votre job aujourd'hui? Ouais, j'ai tout changé. Après, en vrai, moi, j'ai pas compris encore le titre du truc de la conférence là, parce que je me vois pas du tout créateur de contenu. Moi, je me vois journaliste depuis le début. J'ai eu plusieurs périodes d'indépendance dans ma vie. Là, je suis dans une nouvelle période d'indépendance où en plus j'ai cette chaîne YouTube, ce qui permet de financer directement des reportages que je veux réaliser, et c'est génial. Sur la manière de bosser, moi j'ai été dans des grandes rédacs. La dernière que j'ai quittée, c'est Le Monde, rédaction qui est incroyable à bien des égards. Le service où j'étais, la mission c'était d'expliquer l'actualité, et quand on explique l'actualité, on n'a pas forcément besoin d'aller sur le terrain, et c'est un truc qui me manquait. Donc c'est pour ça que je suis parti avant tout, c'était parce que j'avais besoin de faire du terrain. Et c'est ce que j'ai tendance à dire, et c'est réel, c'est que c'était soit je continuais du journalisme mais sur le terrain, soit je devenais taxi pour parler aux gens et comprendre un peu mieux le monde dans lequel j'étais. Et en faisant ce move de passer d'une super rédaction à l'indépendance, c'était un peu vertigineux. Mais je voulais plus faire de concessions. Je voulais plus faire de concessions sur mon rapport aux gens, sur mon rapport aux sources, sur ma façon de voir le journalisme aussi. J'avais plus de 30 ans passés et en vrai, j'avais quand même déjà fait plusieurs rédacs. Et donc, j'ai déplacé... d'habitude, je faisais des sujets pour des gens, mais surtout aussi pour que mes pairs journalistes soient contents de mon travail. C'est un peu vrai. Et je le faisais pas uniquement pour les gens. Et là, je me suis dit, non, mon seul boss, mon seul patron, ça sera mon public. Et donc, j'ai besoin qu'ils captent cette information. En tout cas, moi, je fais des portraits, donc je fais pas des grosses enquêtes et des gros reportages. Donc, c'est facile aussi d'avoir ce point de vue-là aujourd'hui, parce que je suis pas confronté à des gros dilemmes vraiment déontologiques. Mais je voulais le faire à tout prix pour les gens. Et on sait très bien que sur les réseaux et sur YouTube aussi, les narrations, elles ont changé. On a moins de concentration. Enfin, moi, je suis mon premier public, c'est-à-dire que j'ai une concentration, comme je disais tout à l'heure, d'huîtres. Et en disant ça, c'est je respecte pas les huîtres. Vraiment, je suis volatile quand je regarde les réseaux. Et donc, tout mon sujet, je vais le construire pour être sûr que la personne, elle aille le plus loin possible. Mais c'est presque un peu un respect pour la personne aussi, quoi. Et donc, ouais, j'ai tout changé. Et j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de métiers qui, jusqu'ici, je ne connaissais pas. Sur la méthodologie, ouais, quel plaisir de réfléchir à ça, parce que c'est vrai que dans des rédactions, on n'y pense pas vraiment. Bon, bah, on fait les choses comme elles doivent être faites, comme elles ont toujours été faites dans tel ou tel média, dans telle ou telle rédaction. Et là, le fait de se confronter à ça,
d'essayer de réfléchir à comment on raconte les choses, quel temps on prend, quelle est la place des experts, quelle est notre relation avec les gens qu'on va interviewer. Bah, pour moi, ça a vraiment été limite, pas une redéfinition du journalisme, mais en tout cas, ça a permis d'apporter des sortes de contre-évidences et ça a été super bien pour aller, voilà, pour vraiment délimiter ce qu'on va chercher, se poser la question, pourquoi on fait ça, comment. Typiquement, moi j'ai beaucoup réfléchi à la forme, parce que d'un coup YouTube nous permettait d'être super libre et d'être rapide, d'avoir une relation avec les gens qui nous regardent aussi beaucoup plus proche. Et j'ai décidé que moi, de mon expérience, ce que j'aimais, c'est être seule sur le terrain, parce que ça permettait une forme d'intimité un peu plus évidente. Ok, une fois que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit dans la forme, comment on peut aller un peu plus loin, typiquement en faisant du 16 mm. La technique, à ce moment-là, va appuyer le fond. Le 16 mm, on est très proche des gens. Et typiquement, pareil, j'ai un seul micro-cam, je mets jamais de micro sur les gens parce que je trouve que aussi ça brise une forme d'intimité qui est pas agréable quand on n'a pas passé plus de 2 heures avec une personne. C'est intime, d'un coup tu la touches, etc. Donc réfléchir à la méthodologie, pour moi, ça a été comme réfléchir à nouveau à ce métier. Et donc, évidemment, on prend énormément de ce qu'on a appris dans les médias traditionnels. Pour beaucoup, on continue de travailler avec eux. Moi, je continue de travailler pour plusieurs médias et c'est une vraie richesse aussi. Et voilà, je pense que les deux se répondent, mais en tout cas, j'ai l'impression, à une sorte de moment où on réfléchit à plein de trucs qui nous semblaient évidents pendant longtemps. Je pense qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un qui lutte contre l'évidence aussi, qui veut être un peu chiant, aller chercher la petite bête, ou en tout cas se dire non, on me présente le truc comme ça, non, je vais essayer de le détourner parce que, enfin voilà, c'est lutter contre l'évidence. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire à notre niveau, en essayant de réinventer un petit peu les choses, tout en gardant les mêmes méthodologies très classique de vérification des sources, de respect des personnes interviewées, etc. Walid, peut-être une réaction aussi ou pas? Alors moi je voulais juste préciser que je suis pas salarié de France Télévisions, justement je suis indépendant et je réalise des films documentaires pour France Télévisions. Moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt parce que en fait les questions que vous posez, je me les pose aussi tous les jours en faisant mes films. Alors bien sûr l'audience fait partie des questions qu'on se pose, mais je pense qu'on est tout autant confronté que vous à la crise de l'attention. Et cette crise de l'attention qui fait que voilà, quand on réalise un documentaire pour une plateforme par exemple, on entend voilà ces injonctions de il faut qu'il se passe un truc toutes les 7 secondes, etc. Et donc moi je pense qu'à un moment donné, mais ça c'est mon avis, à ce jeu-là on finira par perdre. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'adresse à autre chose chez le spectateur, je pense, pour l'accrocher. Alors est-ce que c'est son subconscient, son émotion, son intelligence? Et en fait, les questions que vous posez, je me les pose aussi absolument tous les jours. Donc, pour moi, je rebondis sur ce que vient de dire Hervé, c'est une très bonne nouvelle, puisque justement, c'est ce questionnement-là, cette façon de faire du journalisme, le fait que justement vous n'ayez pas de rédacteur en chef au-dessus de vous et que vous pouvez en fait ne rendre compte qu'à votre public, ça nous rappelle à nous que bien sûr, nous, on a, voilà, les films que je fais, c'est pour France Télévisions, donc c'est le diffuseur qui a le cut, mais je me dis quand même toujours que derrière ça, il y a quand même le public, et j'essaye toujours de me dire comment ça peut intéresser le public, comment ça peut le concerner sur les sujets. Souvent, moi, je fais des sujets géopolitiques, donc c'est des sujets dont on peut se dire qui sont plus difficiles à vendre parfois, parce qu'on peut avoir un petit doute sur est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, et donc je trouve ça très bien que sur d'autres plateformes, sur YouTube, ces questionnements-là se passent parce que ça nous permet, nous aussi, de nous interroger sur notre pratique, sur notre manière de travailler. Et voilà. Je pense qu'il y a par exemple la question de l'écoute qui, je trouve, est vachement plus mise au centre de ce que vous faites, de ce que j'ai compris. Et moi, ça me permet aussi de m'interroger sur, en effet, quand je vais faire une interview de quelqu'un qui va me consacrer une journée de son temps. On arrive avec 2 caméras, des trépieds, on transforme son salon
en un studio de télé pendant une journée entière. Et en fait, cette personne-là nous donne beaucoup d'elle-même. Et moi, je m'interroge beaucoup là-dessus aussi, sur est-ce qu'on va leur extraire quelque chose. Et donc, moi, je trouve ça bien de s'interroger sur comment on replace plutôt la question de l'échange au cœur de notre travail, plus que de extraire une info de quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, et c'est très rafraîchissant de pouvoir avoir cette conversation. Camille, tu veux compléter quelque chose? Moi, je suis assez d'accord sur ce constat, notamment que les journalistes ne parlent souvent qu'aux journalistes et qu'on a plein d'accords entre nous. La question de l'angle, on est persuadé que c'est un contrat moral passé avec le public, je pense pas. Et que ça, c'est déplorable et que là, ça rapporte justement de la fraîcheur et une vision pédagogique, ce qui nous habite beaucoup au sein de l'association Fake Off, parce qu'on passe notre temps à s'adresser à des publics souvent défiants vis-à-vis des médias traditionnels, des journalistes, les médias, etc., pour le dire poliment. Et du coup, on se pose toujours cette question de comment on va accrocher ce qui est censé être notre taf de journaliste à la base, quelle que soit l'audience en face. Et donc, nous, on a formé des créateurs de contenu, mais qui ne sont pas forcément des créateurs de contenu d'information au sens actu, au sens info comme on l'entend ici aux Assises, qui est de l'info sur leur domaine de prédilection. Ça peut être sexo, beauté, ça peut être les planètes, ça peut être la médecine, que sais-je. Et pour faire ce travail, on s'est basé sur une enquête d'un think tank qui s'appelle Destin commun. On a fait un travail en commun de longue haleine pour arriver à ces formations et de travail de compréhension commune. Ce think tank a fait une étude préalable sur la consommation des Français auprès d'un échantillon de 3000 Français vis-à-vis des influenceurs et des journalistes. Il en est ressorti quand même que les journalistes étaient plus pros, mais qu'on était jugés méprisants, pas drôle, pas créatif. Alors je me dis qu'il y a quand même des petites leçons à en tirer. Donc voilà, effectivement, il y a des choses à repenser là-dedans. En revanche, les influenceurs étaient davantage associés à la désinformation, ce contre quoi on essaie de lutter et de créer justement du commun plutôt que se regarder en chien de faïence. Juste sur un exemple concret, je ne suis pas là pour bâcher des rédactions ou des process, mais c'est juste que c'est compliqué des fois d'être en rédac et de faire du bon boulot parce que c'est des entreprises qui ont des besoins économiques. J'ai bossé dans des rédacs où je devais faire plein de reportages et plein de portraits vidéo, et en fait j'avais rencontré des inconnus. J'allais les voir pendant 1 heure ou 2, j'extrayais leur vie, leur trauma, leurs moments les plus difficiles. Et puis après, je fermais la porte, je montais ça dans la rédac, et puis je partais sur un nouveau sujet. Des fois, j'avais la présence d'esprit et le courage de garder un lien parce qu'il fallait le faire, mais en fait, garder, 100 liens, parce que 100 sujets en une année, c'est pas possible. En fait, je me sentais extrêmement mal vis-à-vis des gens que j'interviewais, parce que c'est extrêmement profond, c'est extrêmement intense dans la vie d'une personne quand un journaliste vient te voir, tu lui racontes sa vie et après tu vois ta vie diffusée sur les réseaux sociaux. En fait, je devais prendre soin de ces gens-là et j'avais pas le temps de le faire. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai lancé ma chaîne, c'était la vidéo. C'est un portrait de toi, par exemple. Donc c'était Jacques l'homme en or. Tu seras la première personne qui va mater cette vidéo parce qu'en fait, c'est peut-être bouleversant pour sa vie. Et ça s'est fait, c'est-à-dire pour chacun des reportages que j'ai réalisés, le plus dur, c'est le plus bouleversant, c'est pour la personne qui est portraitisée. Et donc, je prenais ce temps-là. Et ça, c'est un temps que je ne pouvais pas avoir en rédac parce que, ça coûte, il faut retourner sur le terrain. Et, je voulais le filmer aussi pour une sorte de droit de réponse, donc il faut remonter le sujet, donc ça coûte de l'argent. Mais je voulais le faire. Et ça, cette liberté-là, je ne pouvais pas l'avoir en rédac, c'était impossible, parce que c'est un format qui, obligatoirement, ne peut pas marcher, quoi. Donc voilà, je voulais juste ajouter un cas un peu concret. Oui, c'est des contraintes, oui. Tu peux à la rigueur l'avoir quand tu es correspondant dans un pays à l'étranger ou quand tu es en local parce que tu as des viviers de sources que tu réanimes. Enfin, moi, j'étais correspondant très longtemps à l'étranger. Ça, tu peux avoir cette proximité, mais à quel prix aussi Et puis c'est vrai que le format vidéo, c'est compliqué, contrairement à la presse écrite. Voilà, c'est quand même assez différent. Et qu'est-ce que, Hervé, peut-être les journalistes, alors des vieux médias comme le nôtre par exemple, ou Le Monde, Le Figaro, etc., ont à apprendre un peu de ces jeunes journalistes indépendants ou des créateurs de contenu, d'infos qu'on voit un peu partout, évidemment, je pense à YouTube. En fait, on a à apprendre d'eux à nous retrouver, nous. C'est qu'ils sont préoccupés des personnes, comme vient de le dire Benoît, vers lesquelles ils vont.
Deuxième chose, c'est la question de l'incarnation qu'on évoque souvent à propos de leur pratique. Les gens. Il est évident que les membres des rédactions, je le dis comme ça, sont pas des criminels de l'autre. J'ose espérer que nous avons en commun le respect des personnes. Eux les aiment un peu plus, parce qu'ils restent davantage, et en plus, eux deux font des choses qui sont un peu proches, c'est-à-dire la personne, alors pour le coup, ça rejoint un peu Albert Londres, invisible, vers laquelle il s'arrête. Et tout à coup, cette personne, c'est pour ça que cette personne prend un choc considérable, parce qu'elle qui était invisible est maintenant archi-exposée. Et la moindre des choses qu'on lui doit, c'est de lui rendre justice, entre guillemets, dans ce qu'on va faire avec son image. Donc c'est crucial. C'est peut-être ça que nous avons à réapprendre. Non pas parce que nous aurions basculé dans un statut de salopard social, mais parce que nous avons oublié, chemin faisant, ce qu'était le reportage, c'est-à-dire aller vers l'autre et tenter de lui donner ce relief, de lui donner l'amour qui est nécessaire pour en parler bien. L'incarnation. L'incarnation, alors ça, moi, ça me fait un effet bœuf dans la manière dont, c'est une vieille expression, hein, dans la manière dont il gère ça. Et quand je dis nous retrouver, c'est que, en fait, la télévision a commencé comme eux, ils commencent le numérique, à savoir être présent à l'antenne. Ce grand magazine, alors ça y est, le grand-père des boules, qui était 5 colonnes à la une, dans les années 50-60, la France entière connaissait les grands reporters de Saint-Col. Il y en a un qui s'appelait Roger Louis, qui était littéralement le Tintin de la télé française. Comme eux sont connus de leur public. Là, c'était le public qui connaissait Roger Louis. Les dernières aventures de Roger Louis en Algérie, à Saint-Domingue, t'es sur une terrasse, t'as des balles qui sifflent, t'entends piou, piou, et au bout de 3 minutes, tu as Roger Louis qui dit « c'est les balles qui sifflent, on va peut-être se mettre à l'abri ». Waouh! Tout le monde regarde. Même chose pour Pierre Dumaillet et quelques autres. Et peu à peu, nous sommes sortis du cadre. On a considéré que la parole journalistique à la télévision devait être une parole venue de la connaissance, je ne sais pas toujours trop laquelle, assez sociologique, assez désincarnée. Et les gens ont commencé à nous le faire savoir. C'est-à-dire, votre télévision est une télévision qui ressemble plus à une parole entre guillemets, gouvernementale qu'une parole journalistique qui me prend en compte. Je ne dis pas que nous étions soumis à des gouvernements. Je parle une parole d'expertise, vue du haut. Eux sont en bas, avec les personnes. Et donc, c'est pour ça que je pense... Alors, quand, dernier point, ils montent, puisqu'ils font tout, ils s'en foutent totalement... Je trouve ça extraordinaire qu'à un moment, eux qui apparaissent avec un t-shirt gris, le plan d'après, il soit noir parce que c'est la phrase qui continue. En fait, c'est leur projet qui est plus important que ces idées de fluidité linéaire qui nous habitaient. Et donc, ils ont donné une sorte de force au journalisme en brisant l'image, en brisant des codes de montage. Or, c'est ce que nous avons fait avec Saint-Col. Quand Saint-Col est apparu, et j'arrête,
Il y avait un truc, les réalisateurs étaient là avec les reporters. Et donc, si quelqu'un parlait, qu'il fallait monter son discours, il y avait tout à coup un plan sur ses mains, sur ses yeux ou sur la plante grasse qui était derrière. Et les journalistes ont dit, mais c'est de la connerie, enfin, on coupe, on va montrer qu'on coupe, et ça donnait les fameuses claques, tu parles, et paf, tout à coup, il y a la tête qui fait ça. Même pas de fondu au noir, ils étaient radicaux. Eux, alors là, rien à cirer de rien de tout ça. On y va, on fonce, ça va à un rythme de folie pour certains, que moi qui ai des problèmes avec mes appareils auditifs, je rigole, mais je n'arrive pas toujours à saisir. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est la narration qui est là et qui m'entraîne avec eux qui sont les vrais, c'est eux qui pilotent le truc, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me retrouve, môme, en train de regarder Saint-Col en les regardant. C'est pour ça que ça me fait du bien, c'est un peu de jeunesse, c'est toujours bon à apprendre. Vas-y. Merci Hervé, quelle jolie phrase, quel joli témoignage. Je me retrouve beaucoup en fait dans ce que tu racontes sur l'aspect comment on s'incarne, pourquoi on s'incarne. Et je crois que pour la majorité d'entre nous, c'est pas du tout juste de l'incarnation gratuite, quoi. Il y a, comme Hervé le racontait si bien, une envie de casser ce qu'on a peut-être un petit peu trop vécu dans certaines rédacs, de regard descendant sur un sujet et de regard un peu trop sachant et extractiviste d'un sujet. On y va, on prend le truc comme tu le décrivais aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus en accord avec ce qu'on montre finalement, parce que on va prendre le temps, on va partager, on va passer plus de temps avec les gens au téléphone. Et je sais que moi, dans mon cas, le fait de m'incarner, pour moi, c'est éminemment important, parce que je sais que, ma présence change ce qui est en train de se passer sur place. Et donc, en fait, la montrer et l'assumer, montrer ma question, j'ai l'impression que c'est plus juste. Et le fait de filmer la réaction à une question, faut qu'on sache quelle question a été posée, quels mots ont été utilisés. Et donc, c'est un peu plus de transparence et de compréhension aussi pour la personne qui regarde. Et aussi, ça permet de se dire, de jouer un peu le jeu et de se dire, ok, tu me donnes une grosse partie de ton intimité, peut-être que tu prends des risques, ça se trouve. Et moi, je veux aussi me mettre en difficulté en montrant quand je me gourre, quand je pose un peu mal la question, quand j'ai été trop naïve sur un aspect de mon sujet. Et voilà, et comme ça, moi, je suis fascinée, j'imagine, comme beaucoup, parce que c'est une chaîne YouTube qui a beaucoup d'audience, mais les vieux reportages de Lina, mais quel plaisir de voir des questions simples, qui se la pètent pas, qui sont simplement curieuses, quoi. Et moi, par exemple, une question, je me souviens très bien d'avoir vu un reportage de Lina, et la question du journaliste, je sais pas, ça devait être les années 70 ou 80, c'était « c'est quoi ton rêve ?» Mais est-ce qu'on imaginerait qu'un journaliste pose cette question à la télé aujourd'hui? Très peu. Et alors qu'en fait, c'est ça qui... Moi, je sais que, en tout cas, ma curiosité, elle va à cet endroit-là. Sur l'incarnation, il y a un truc que j'ai dit 2 fois aujourd'hui, je suis désolé si vous l'avez déjà entendu, mais moi, j'arrive toujours avec 15 minutes de retard à chaque reportage. Et apparemment, c'est un supplice, mais je savais pas que c'était de la torture. Mais l'idée, c'est de voir comment la personne que j'interviewe, que je portraitise, elle va réagir en retard. Parce que quand tu dresses le portrait de quelqu'un, en fait, ce qu'il y a devant ta caméra, la personne, soit elle est habituée à le faire, et dans ce cas-là, elle maîtrise complètement, soit elle n'est pas habituée, ça peut être un petit peu difficile au début, mais elle veut donner quelque chose, mais il y a autant d'informations à récupérer derrière aussi. C'est les coulisses, le hors-champ, tout ce qu'on ne voit pas dans la caméra. Et c'est pour ça que l'incarnation, je l'ai fait aussi, c'est parce que nos interactions, parfois, elles apportent autant d'informations que si j'invisibilisais complètement ces informations-là. Et donc le retard, ça dit quelque chose. Comment une personne réagit à un retard, comment vous réagissez à un retard, ça donne une information sur votre personnalité aussi. Alors maintenant, il faut que je me pose des questions sur est-ce que je continue à la faire ou pas, parce que c'est un peu un supplice, mais je sais pas, c'était un peu spontané et je l'ai dupliqué parce que je voyais que ça a créé quelque chose. Mais là, il y a un sens dans l'incarnation, parce que en montrant ces coulisses, en fait, on montre parfois
une autre, mais aussi une vraie information. Mais en général, ils réagissent comment alors, avec ce retard? Ça On dépend. va Souvent, savoir. si j'ai fait la vraie vie d'un vieux con, il s'agaçait, quoi. Alors là, bon, j'ai fait 5 minutes, puis après, à la fin du reportage, j'étais à 20 minutes de retard parce que c'est pour mon plaisir personnel. Là. Donc oui, c'est peut-être du sadisme. Mais non, ça dépendait des personnalités de chacun. Et puis si je voyais que ça créait des problèmes, j'arrivais à l'heure après. Mais ça donne des choses. Et j'avais une autre source où, en fait, elle m'attendait vraiment depuis 15 minutes, quoi. Et attendre quelqu'un 15 minutes devant sa porte d'entrée en ayant fermé les verrous, etc., ça dit quelque chose de la personnalité de quelqu'un. Donc, et voilà. Et évidemment aussi, l'incarnation, moi j'ai un amour profond pour ce métier, et vraiment je trouve qu'il est incroyable. Et il y a une crise de confiance qui est multi-causale, il y a plein de raisons sans doute, mais je pense aussi qu'on a tendance et qu'on a trop invisibilisé le journaliste. Par exemple, quand tu es à la télé, on fait des choses qui me paraissent trop bizarres, genre répéter une entrée de personnage pour être sûr qu'on ait la bonne image d'entrée. Ça, c'était bizarre. Je trouve que c'est pas normal, c'est chelou. Et il y a plein de choses qu'on invisibilisait comme ça, alors qu'on aurait pu les dire, ou c'est aussi des modes. Hein. Mais dans l'incarnation que je fais, je parle beaucoup de mon métier. Je parle beaucoup de comment on fait du journalisme. Et quand on fait un portrait, par exemple, c'est compliqué parce qu'on raconte la vie de quelqu'un, mais on doit respecter sa vie privée. Franchement, c'est une ligne de crête. Jusqu'où tu vas, jusqu'où tu vas pas. Et il y a un peu un rôle aussi à cette incarnation, c'est peut-être vous embarquer dans ce beau métier et en comprendre un peu plus les mécanismes. Sur l'incarnation, moi, je pense qu'elle est à double tranchant selon le type de créateur de contenu qu'on est aussi. Nous, on s'est rendu compte dans le travail préalable, on a formé une 60aine de créateurs et leurs agents. Avant ça, on a dû faire tout un travail préalable pendant 1 an de compréhension de leurs besoins, de leurs limites. Et un truc dont moi, j'avais pas du tout conscience, c'est le fait que beaucoup sont sous pression de leur communauté. Puisqu'ils incarnent, pour un certain nombre de personnes dans leur audience, ils sont considérés comme si c'était un frère, une sœur, un meilleur copain. Et donc, il y a cette pression permanente des messages privés reçus, etc. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas dans vos domaines à vous. En tout cas, dans d'autres domaines de créateurs de contenu qui ne sont pas forcément de formation journalistique, c'est le cas. Moi, j'en avais pas pris la mesure et tout ce travail m'a fait du bien aussi pour me mettre à leur place et arrêter ce que je disais de se regarder en chien de faïence et comprendre vraiment ce qu'ils éprouvaient aussi et ce qui mène à des conséquences au-delà de leur personne et de leur individu et du poids que ça peut représenter. C'est que quand on est sous pression d'une communauté, on peut avoir tendance à partager de la désinfo plus facilement parce que notamment une des pressions, c'est positionnez-vous, positionnez-vous, positionnez-vous. Quel que soit le sujet. Tu es un flux beauté, tu es un flux sport, tu es un flux quoi que ce soit. On te demande de te positionner sur la géopolitique, sur Gaza. Et c'est vraiment des exemples concrets qui nous ont fait remonter. C'est hyper compliqué. Ne pas le faire, c'est recevoir encore plus de pression. Et donc certains se sont mis à se positionner sur des sujets alors même qu'ils n'avaient pas les billes. Et c'est très dur d'avoir les billes sur ces sujets-là. Et du coup, voilà, cette incarnation, moi, j'avais pas conscience que ça pouvait aussi être un poids aussi grand pour eux. Et c'est là où on s'est aussi senti utile dans le dialogue qu'on a pu mettre en place, créer autour de ça. À l'inverse, nous, on incarne moins, donc on a des choses à apprendre là-dedans, en tout cas pour ce qui est des journalistes dans les médias traditionnels, dans la façon de teaser, d'attirer, d'accrocher, ce qui était censé être le début de chacun de nos sujets, de nos articles, voilà. Mais juste pour compléter ce que tu dis, c'est-à-dire le risque de l'incarnation, on pourrait appeler ça comme ça. Quand Roger Louis faisait ses reportages, il était accusé, et parfois parce qu'il prêtait le flanc, d'être effectivement pas à distance de son sujet, mais en adhésion. Et cela en pleine guerre d'Algérie. Et Pierre Desgroupes, qui était un des grands mentors de l'info, lui disait écoute, c'est quand même terrible, t'es revenu, ton sujet est entièrement pro-Félaga, comme on disait à l'époque, de manière assez négative. Et après, Roger repartait et faisait un sujet sans le vouloir, mais qui basculait dans l'autre sens. Et un jour, il a été stupéfait, je vous imagine dans ces conditions, au Congo belge. La scène est accessible sur YouTube dans les vieux documents, où
quelqu'un est en train de tabasser un manifestant qui est pris dans des cordes, et il y a plein de prisonniers qui sont là. La caméra tourne autour de ce lieu de torture à ciel ouvert, et Roger Louis dit au type qui tabasse: qu'est-ce que vous faites là? Question simple: de quoi tu rêves? Ou à quoi tu rêves? Et l'autre lui répond: un contrôle d'identité. Ah oui, mais là, en quoi ça consiste? Leur faire avouer qu'ils sont ce qu'ils sont, et taper de plus belle. La séquence a provoqué un émoi énorme dans la France, et Roger Louis a dû répondre dans la presse et consacrer un article entier sur que doit faire le journaliste quand il est présent à l'antenne et qu'il est face à une séquence qui appellerait une réaction humaine. Waouh! Extraordinaire sujet. Eh bien, je crois que d'une certaine manière, on est dans cette problématique de l'incarnation, vraiment au plein sens du terme. Mais en fait, je pense qu'au-delà de la question de l'incarnation, moi, la question qui m'importe le plus, c'est celle de l'authenticité, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'incarne jamais dans mes sujets. Je suis donc la voix off, mais je revendique mettre une patte, un regard, une écriture et un style. Et c'est le mien, et on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des journalistes qui sont, je le rappelle, avec mon étiquette de membre de la commission des journalistes de la SCAM, aussi des auteurs, et je pense qu'il faut le dire et le répéter. Et donc voilà, je pense que donc s'il y a ce rapport-là, je pense que la question de l'authenticité me paraît beaucoup plus importante. Il pourrait rentrer dans le cadre? J'en sais rien, honnêtement, je sais pas. Mais c'est vrai que la question, je me la poserai bien évidemment. En tout cas, je pense que j'aurais peut-être moi aussi expliqué pourquoi je n'y suis pas rentré ou pourquoi j'y suis rentré, parce que je pense que ma réaction, je l'aurai au moment où la situation se présente, et je pense que je chercherai en tout cas à expliquer avec mon jeu JE pourquoi je l'ai fait ou pourquoi je ne l'ai pas fait, justement parce que je pense que ça participe de ce contrat de confiance, comme dirait Darty, avec les lecteurs ou les spectateurs. C'est-à-dire que, en fait, pendant longtemps, justement par rapport à cette espèce de crainte de se dire on est dans un microcosme, et donc si on parle des journalistes ou si les journalistes se mettent à parler d'eux-mêmes, ça ne parlera qu'aux journalistes et qu'à eux-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Je trouve que ce qu'on se dit là le prouve tous les jours, quoi. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais tes sujets, comment tu les travailles, qui tu vas voir en amont. Enfin, ça intéresse vraiment les gens. Donc, je trouve que c'est bien de l'assumer. Après, l'incarnation par l'incarnation, je pense que, enfin, il n'y a pas de systématisme en fait à avoir. Je veux dire, ça marche pour YouTube parce que je pense que la plateforme et les règles du jeu de cette arène-là sont particulières. C'est pas forcément le cas pour la télé, même si ça l'a été et que ça peut l'être encore. Enfin, tout dépend vraiment du format et de ce qu'on raconte et de comment on le raconte. Mais en tout cas, moi, je trouve que la recherche de l'authenticité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, Charlotte. Ça dépend aussi si je peux me permettre, ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui sont tellement écrasants que notre petite personne va pas apporter grand chose. Moi, je sais que quand j'étais correspondante en Tunisie, en Turquie pendant des années, on me demandait de plus en plus sur des reportages télé de venir à la fin être devant la caméra. Et là, je trouvais comme en fait le reste de la forme du reportage n'était pas renouvelé, je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe et vraiment, je ne voyais pas l'intérêt, à part la preuve que j'y étais. Si tant est qu'à l'époque, on ait pu en douter, maintenant c'est de plus en plus le cas, avec l'IA générative, etc. À l'époque, cette question se posait moins. Et donc, je trouvais que c'était mal à propos souvent, tandis que vous et d'autres créateurs de contenu, voilà, parce que chacun a son style et sa façon de faire, il ne faut pas englober non plus tous les créateurs de contenu dans le même sac, tout comme les médias, voilà, je pense, il faut faire attention à ça. Mais vous avez un autre propos et une autre façon de travailler la narration et d'essayer de faire passer des messages qu'on a du mal, enfin en tout cas de faire passer des infos, des faits qu'on a du mal à faire passer, médias vieillissants en fait. Mais j'ai l'impression que on parle beaucoup de cette incarnation qui finalement est pas, enfin, je trouve que c'est un sujet, oui, mais j'ai l'impression que le sujet le plus important aujourd'hui et peut-être la bascule qui est en train de s'opérer, c'est plus la question de l'engagement en journalisme.
pas au sens engagement politique ou opinion, mais au sens comment tu travailles, justement, comment tu t'engages. Et effectivement, c'est des choses sur Internet qui sont d'autant plus visibles, mais en fait, les gens qui regardent la télé, ils le demandent de la même façon. Simplement, on les entend moins parce qu'ils n'ont pas un chat et un espace commentaire. Mais oui, il y a une énorme demande qui répond en fait de façon très logique à la neutralité qu'on nous a demandé d'adopter dans les rédactions, mais qui aujourd'hui est presque anachronique avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est très difficile de se prendre dans la tête des infos neutres quand en fait tout ce qui se passe dans le monde, t'as qu'envie d'entendre des gens être un peu concernés par ce qui se passe et par ce qu'ils sont en train de dire. Donc au-delà de la question de l'incarnation, en fait, en sous-texte, il y a la question de l'engagement. C'est toi qui montres ta tête, mais qu'est-ce que tu vas nous dire? Quel est l'endroit d'où tu parles? Est-ce que tu caches des choses? Enfin, c'est un peu tout ça qu'il y a autour, en fait, finalement. Ouais, nous, effectivement, c'est aussi une question qu'on a beaucoup et on on nous pousse beaucoup, en tout cas, à incarner nos sujets. On est un vieux média donc de presse, donc nous, on est beaucoup formés sur les réseaux, etc. On essaie de faire plein de vidéos pour justement montrer nos têtes, et avoir en plus, si, il faut le dire, parce que quand on est en presse écrite, c'est plus compliqué. Les gens vous lisent un peu, ils lisent une signature, mais ils vous voient pas. Moi, maintenant, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est LinkedIn parce que c'est où il y a les dirigeants qui sont. C'est vrai que maintenant, je suis très identifiée parce que je poste beaucoup, je mets la photo, je fais des vidéos, etc. Et pareil, on s'attend toujours à ce que j'ai aussi un peu plus d'analyse. Nous, on est reconnus aussi pour ça, pour apporter beaucoup de critiques à ces sujets. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un voilà, et sujet d'audience et puis d'abonnement, nous, après. Évidemment. Juste un petit sujet que je voulais aborder avant que je donne la parole un petit peu à la salle, mais sur le thème justement du Hervé, on a un petit peu parlé au tout début, mais sur le sponsoring, la publicité, le financement, comment on fait comment vous l'abordez? En fait, il n'y a pas de critique évidemment derrière. Comment vous abordez ce sujet qui fait que dans les médias traditionnels, les journalistes, ils se posent pas trop la question, soit que moi on m'a déjà demandé par exemple de sponsorer. J'ai eu l'idée de faire une série de vidéos par exemple. J'ai dit moi j'ai aucun problème à la sponsoriser. D'autres journalistes m'ont regardé mais ça va pas. J'ai dit mais moi en fait j'ai pas de souci, donc c'est bien fait. De toute façon l'argent ira un peu dans ma poche directement. Donc je vous demande un peu. En fait, moi j'aime bien les journalistes qui sont un peu fâchés contre la pub. On en a besoin. C'est nécessaire, évidemment. Voilà, c'est le principe et je les adore. Mais en l'occurrence, je fais de la pub, moi. Je l'assume totalement parce que simplement ça fait partie de mon économie. Et je me sens à l'aise avec cette idée parce que les choix sont très éclairés, les choix des marques avec lesquelles je travaille. Je sélectionne vraiment les marques avec qui je veux travailler et j'en ai refusé pas des tonnes, mais vraiment pas mal. Enfin, si j'avais voulu, j'aurais pu vraiment faire n'importe quoi et être sponsorisé par des marques avec qui je suis pas du tout en accord sur les valeurs, sur des formes de capitalisme qui détruisent tel ou tel aspect écologique, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, je me sens à l'aise avec ça, dans le sens où quand on travaille avec des marques, c'est 1 minute sur 30 minutes. Il n'y a pas du tout, pour l'instant, ça fait seulement un peu plus d'1 an que j'ai commencé, mais il n'y a jamais eu de revendication, de regard sur l'édito ou quoi que ce soit. Et finalement, quand on parle de pub, ce qui nous fait peur, c'est comment ça peut impacter le sérieux du travail journalistique. En vérité, c'est ça la question. Et moi, mon travail journalistique, je le sens moins impacté aujourd'hui sur YouTube avec une pub quelconque que j'ai choisie, qui n'a pas de regard édito, que potentiellement certains médias, certains gros médias en France qui là ont une ligne édito très claire et tu peux pas y déroger, quoi. Donc, et attention, je veux vraiment redire que nos médias sont super importants. En France, on a des médias ultra sérieux et voilà, parce que parfois, très vite, à parler de notre façon de faire, on peut avoir l'impression qu'on tape sur les médias traditionnels, alors que non, mais il faut oser aussi apporter du discours là-dessus. Voilà, c'est honnête de dire, c'est comme ça qu'on est financé. Et par contre, oui, on fait attention avec qui on travaille et chacun regarde ce qui le concerne en fonction de ceux avec qui il veut travailler ou non, quoi.
Moi, c'est plus compliqué. J'ai un conflit générationnel à l'intérieur sur le fait d'incarner ou pas mes pubs. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, la première pub, c'est ma mère qui l'a incarné. Et la deuxième pub, c'est une comédienne qui est une amie qui l'a incarné. Pourquoi ? Déjà parce que j'y arrive pas pour l'instant. Je le sens pas. C'est comme ça. Mais je vais y arriver. Sans doute parce que, en gros, aujourd'hui, faire une publicité avec des gens que j'emploie, parce que par exemple une comédienne, c'est normal, il faut la payer, il y a un monteur derrière, en fait, ma pub me coûte, réaliser ma pub, ça me coûte ce que je gagne derrière. Donc c'est vraiment un très mauvais choix de gestionnaire. Donc à un moment donné, je vais sans doute faire de l'incarnation. Là, moi, ça me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres médiums qui le font ? Est-ce que les podcasts, il n'y a pas déjà des sponsors en début de podcast je crois que si. Oui. Et ensuite, je reviens à ce truc du journaliste indépendant. Il y a peut-être des journalistes indépendants dans cette salle ou qui l'ont été. Et en fait, des fois, ça fonctionne bien et tu travailles qu'avec des rédacs journalistiques et c'est super, mais des fois, ça fonctionne moins bien et donc tu vas faire de la communication. Mais moi, j'ai extrêmement confiance dans le professionnel qu'est le journaliste pour faire la séparation entre son travail journalistique et son travail de communication quand il doit le faire. Et donc, incarner une publicité globalement pour faire vivre ta chaîne et surtout pour payer ton reportage, ça me semble pas si difficile et ça me semble pas si compliqué. Donc, moi, je vais sans doute y arriver. Pour l'instant, j'étais pas forcément prêt, mais est-ce que c'est si grave que ça, quoi ? Je voudrais préciser qu'il y a quand même depuis, je crois que c'était il y a 3 ans, il me semble quand même qu'il y a des lois qui sont passées pour encadrer la publicité sur les réseaux. Et donc, on peut pas faire n'importe quoi en vrai quand on veut être un minimum sérieux. Et très vite, quand tu commences à avoir des abonnés, tu te fais alpaguer si tu fais pas les choses correctement, si tu n'annonces pas très clairement que c'est une publicité. Dans les premières lignes, c'est quand tu commences à t'intéresser au truc, en fait, tu te rends compte que c'est quand même très cadré, quoi. Et ça a été réfléchi. Je trouve que c'est plutôt bien fait et que ça aurait pu être moins sévère. Ça l'est, et c'est tant mieux. Mais donc, en vrai, vraiment, j'ai l'impression qu'on fait pas n'importe quoi. Écoutez, j'avais le droit de laisser la parole un petit peu à la salle, donc j'en profiter. Alors, très peu de questions, malheureusement, mais j'ai vu un garçon ici, je vais me déplacer. Bonjour, j'ai 2 questions petites, très courtes pour Benoît Lecor et puis une pour Benoît et Charlotte. Alors, Benoît, tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas le temps au monde d'assurer. Parce qu'en plus, il y a des gens du monde. J'aime ma rédac du monde. Je suis parti pour des raisons de créativité et d'aller voir les gens. Donc vraiment, c'est pas parce que j'avais pas de temps au monde et j'ai pas parlé d'autres rédacs. J'ai pas cité expressément. C'est juste je veux reclarifier ça pour pas avoir de problème. Dans le processus de rédaction, dans les bateaux que sont les rédacs, on n'a pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et oui, moi, précisément, c'est la suite justement qui m'étonnait. Je me disais, mais comment peut-il avoir davantage de temps en devant tout gérer ensuite, puisque forcément, quand on est à son compte, on a encore moins de temps. Et c'est ça qui m'a surpris, justement, cette possibilité de pouvoir reprendre contact avec les interlocuteurs ensuite. Donc c'est une surprise, plutôt une bonne surprise. Donc ça m'intéresse d'avoir un éclairage. La deuxième question, ça concerne la relecture donc des portraits. Alors ça, je comprends pas. Donc ils ont le droit de regarder la vidéo avant diffusion. Ouais. Mais alors, si Libé fait ça pour ses portraits, ils vont nous servir de la soupe tiède. Et ma troisième question, c'était concernant vos revenus. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu comment ça s'articule ? C'est vraiment un modèle économique qui m'intéresse. Donc les revenus YouTube, les revenus partenariat, et puis finalement, alors le chiffre d'affaires et combien il vous reste ? Question simple. Je prends les 2 premières. Vraiment sur le truc du monde, parce que je me suis brouillé avec des anciens collègues et c'est trop bête, c'est juste que je pense que j'avais pas été très clair. Non mais en plus ça m'a peiné. Moi je suis pas là pour dire que je fais mieux que les autres et que les autres ils font moins bien. Je dis juste que je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où ça ne m'allait plus, où le journaliste de 18 ans il reconnaissait plus son travail. Il avait besoin d'aller revoir les gens. Et là où j'étais, dans une super rédaction, dans un super service, ce n'était pas
le plan. Et je vais pas dire, ah bah attendez, changez tout pour mes besoins personnels. Et donc, j'en suis arrivé à cette aventure-là et j'ai été épaulé par Charlotte, j'ai été épaulé par Camille Reporter ou Charles Villa, qui sont des journalistes incroyables. Et je l'ai fait. Et précédemment, dans les rédactions où j'ai fait beaucoup de portraits vidéo, c'est pareil. Et si vous avez été un jour en poste de chefferie, en fait, oui, tu peux pas dire oui à tout ce que tes salariés vont te dire, mais les journalistes, parce que des fois, tu as des contraintes d'économie, tu peux pas faire tant de reportages, tu peux peut-être en faire un là, mais ça veut dire que tu en as 3 que tu n'en feras pas ici. Si tu le fais en Ukraine, tu n'en feras plus du tout en France. Et ça, c'est des contraintes réelles. Et évidemment, moi, j'avais besoin pour faire ce projet, j'avais besoin de m'en extirper. Sur la relecture, ouais. En fait, le dernier montage, je vais le montrer à la personne que j'ai filmé. C'est la personne, c'est sa vie que je raconte. Et moi, je suis qui pour parler de sa vie, en vrai, à part quelqu'un qui s'intéresse à sa vie. Et je suis pas journaliste, je suis humain, et puis je suis journaliste. Et donc, quand je pose la personne devant le reportage, je la filme. Et je lui dis, ça, maintenant, c'est ton droit de réponse. Ça veut pas dire que je vais modifier ma vidéo, et je l'ai jamais fait jusqu'ici. J'ai jamais modifié la première vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un espace pour qu'il puisse directement commenter, contextualiser, corriger aussi, parce que je me suis trompé parfois. Je suis resté 4 jours, 5 jours sur le terrain. Et pour moi, en fait, c'est limite c'est la base qu'on devrait faire, parce que c'est le respect de la vie de quelqu'un. Et moi, j'essaye quelque chose en 5 jours de comprendre quelqu'un, et peut-être que je me foire. Et dans ce cas-là, j'ai besoin de cet espace de création où lui, il peut réagir. Donc moi, c'est pas comme si derrière, il avait la possibilité de dire ça, tu retires du reportage. Mais je vais être honnête, s'il me le demande, je vais ouvrir une discussion. Pourquoi tu veux que je le retire? Pourquoi c'est important à tes yeux? Et en fait, ça fera peut-être partie du sujet aussi. Donc je ne pense pas qu'il faut le voir comme une atteinte au sujet. C'est une façon peut-être différente de délivrer l'information à la fin, et surtout de prendre soin de la personne qui va être exposée. Et moi, je rencontre vraiment des inconnus, et d'un coup, leur vie arrive sur les réseaux. Si la vidéo elle fonctionne, c'est des centaines de milliers de vues qui vont voir la vidéo, enfin centaines de milliers de personnes qui vont voir la vidéo. C'est ultra difficile, c'est ultra intense d'être à ce point, j'ai envie de dire ce terme, mais c'est pas bon, c'est presque jeté en pâture. Et donc moi, j'ai un suivi aussi avec les gens derrière. Pendant une semaine, je vais essayer de les voir. Après, tous les mois, je les ai au téléphone. Et là, je vais commencer un reportage avec une personne que j'ai déjà filmée. Parce qu'un an après, sa situation a évolué. Mais ça fait 1 an que je l'ai au téléphone toutes les 3 semaines à peu près. Et je sais pas, moi, ça me paraît pas bizarre. Enfin, ça me paraît même normal. Et pour la dernière question, je te laisse, Charlotte, peut-être réagir. Je pense que là, dans le cas de Benoît, c'est des portraits. J'imagine que si Benoît faisait un sujet sur l'Epiphaste, il irait pas, et qu'il interviewait quelqu'un de chez Téflon, il irait pas lui faire checker. Enfin, je pense que c'est aussi, ça dépend du sujet. Moi, je sais que dans mon cas, c'est catégorique, je fais jamais rechecker. Mais c'est quand je sais que, en fait, juste, c'est pas le métier des gens qu'on interviewe. Enfin. Voilà. Sur ce qui concerne, mais c'est une question légitime. Sur ce qui concerne la rémunération, dans mon cas, il y a les revenus YouTube. Faut savoir que les revenus YouTube, c'est pas à la vue, comme ce qu'on entend beaucoup, c'est au watch time, quoi, combien de temps la personne a regardé. Une vue équivaut pas à 1 euro. Ça dépend. Une vue, c'est peut-être que c'est une vue de 30 secondes, peut-être qu'une vue, c'est une vue de 40 minutes. Donc, il y a aussi... les 2 mêmes vues ne valent pas le même prix, entre guillemets. En gros, en fait, c'est très... J'aimerais bien, là, vous donner un exemple de combien un sujet m'a rapporté. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement différent en fonction à la fois du sujet, à la fois de la longueur du sujet. Enfin, voilà, c'est plein de choses différentes. En gros, moi, il faut savoir que le revenu YouTube, ça prend en charge à peu près mes frais de prod, généralement. J'essaie que ce soit à peu près équivalent. Après, à côté de ça, il y a les sponsors, la sponsorisation, donc la pub d'1 minute, qui n'est pas systématique, hein. Ça dépend, il y a des sujets où il n'y en a pas. J'ai fait un sujet sur une ZAD, j'ai fait le choix de ne pas mettre de pub, parce que c'était trop bizarre, un discours profondément anticapitaliste avec moi qui, à un moment, va parler d'un truc, quoi, de vendre quelque chose. Mais en fait, c'est aussi parce que juste avant, j'avais fait un sujet sur les pêcheurs de Paris, et là, c'est très facile d'intégrer une pub. Mais en fait, ça me permet de pouvoir, moi aussi, faire un sujet peut-être un peu plus...
justement un peu plus engagé ou un peu plus, qui va peut-être un peu déranger. Typiquement, l'agence dans laquelle je suis, un de ses très gros clients, c'est la SNCF. Moi, je mets en cause la SNCF dans ce sujet-là et ça ne pose pas de problème. C'est le jeu, en fait. Et donc, ensuite, il y a donc ces deux canaux de revenus. Et le troisième, c'est celui où on continue de travailler avec d'autres médias. Moi, je suis intermittente. Mon statut, c'est intermittente, c'est pas journaliste. Et donc, ça me permet, comme ça, d'aller encore travailler avec des rédacs. Intermittence, très peu. On va dire que c'est vraiment, l'intermittence, vous connaissez, hein, c'est voilà. Et ensuite, selon les vues, mais c'est très fluctuant. En gros, c'est possible de faire je sais pas, j'ai fait des sponsorisations à 6 000 €, d'autres un peu plus, d'autres moins. Ça dépend des vues que tu as fait avant, ça dépend de la marque avec laquelle tu travailles. Mais en gros, en fait, c'est ça, je peux pas te donner de trucs parce qu'on se base sur les 2 dernières vidéos. Si tes 2 dernières vidéos, elles ont fait 300 000 vues, tu peux prétendre à demander quelque chose. Et puis aussi, ça dépend si tu travailles dans la food, si là, c'est du contenu d'information. Par exemple, les créateurs de contenu qui travaillent autour de l'automobile, eux, c'est pas mal, quoi. Ils ont des meilleures sponsorisations que nous. Donc voilà, tout dépend. Moi, je trouve que pour Benoît et moi, on a un petit peu de la chance que ça ait fonctionné très vite. Donc on a pu prétendre à, aller chercher de l'argent sur YouTube et à travers les AdSense et de la sponsorisation. Mais voilà, il faut quand même garder en tête que ça fait qu'1 an qu'on s'est lancé. Ça reste quand même pas super stable tout le temps. Mais franchement, pour l'instant, on en vit correctement. En tout cas, on peut correctement payer les gens avec qui on travaille pour l'instant. Parce qu'il y a un truc, c'est que la vidéo à produire, elle coûte entre 3 000 et 5 000 €. Donc c'est énorme le coût de prod d'une vidéo, puisque quand on revient avec plusieurs heures de montage, déjà on peut pas le faire tout seul, il faut qu'il y ait un monteur. Après, il faut faire la miniature et tout. Sur 40 minutes. C'est sur, ça dépend, il y en a qui ont fait 12 minutes, d'autres 40 minutes. C'est à peu près du même. Non, c'est pas beaucoup, c'est pour ça. C'est pas beaucoup, mais au début, moi ça me semblait. Non, je dis les ratios en télévision. Enfin, après, il faudrait regarder les tarifs SATEV et tout ça, mais c'est beaucoup plus. Mais après, la question, c'est est-ce que tu payes un chef-op ou un monteur au prix conventionnel de l'intermittence, par exemple? Alors, il faut boucler en 10 secondes. On me fait des grands signes. Si tu peux boucler, vas-y, en 15-20 secondes. Je paye juste un monteur et j'espère bien le payer, mais je suis pas sûr de le payer comme il faut là, avec ce que tu me dis. Écoute, oui, c'est fini, je crois. Désolée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un coût derrière, et ce qui est intéressant aussi, c'est de diversifier ses sources de revenus. Parce que, par exemple, concrètement, si on fait une vidéo qui fonctionne, on peut gagner peut-être de l'argent. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent? C'est possible. Mais si derrière, on fait une vidéo qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne moins bien, en fait, on va sans doute pas générer de revenus. Donc des fois, les reportages aussi, ils s'équilibrent. Et moi, ça m'est arrivé par exemple qu'un reportage me permette de payer 2 autres reportages, qui eux me permettent de pas de payer de reportage. Donc il y a toute une économie à trouver, et là-dedans, c'est comme chez les médias, ce qui est intéressant, c'est la diversification. Je vais juste dire une chose, allez regarder. Très bonne conclusion. Gaspard, vous, Benoît, c'est Charlotte, d'enfer, c'est remarquable. Et donc, allez regarder le journal, regardez les magazines et soyez fiers de notre service public. Merci beaucoup à tous les 5, merci. Moi, je reste là, mais vous, je vous invite à repartir. Moi, j'enchaîne avec la deuxième table ronde de cette session. Et là, ce sera donc les médias traditionnels à l'ère numérique. Quelle stratégie en ligne? Donc, je vais appeler mes intervenants. Ils peuvent venir me rejoindre directement sur scène et je vais les présenter juste après. Merci. Bon, on va pouvoir enchaîner avec cette nouvelle session, comme je vous disais, sur les médias traditionnels à l'ère numérique.
quelle stratégie en ligne. Donc avec moi aujourd'hui, donc juste à côté Justine Rex, journaliste indépendante, juste à côté Camille Courcy, donc journaliste connue aussi sous le nom de Camille Reporter, juste au milieu Justine Rist, directrice générale de YouTube France, le garçon de la table ronde Charles-Henri Groult, directeur adjoint de la rédaction du Monde, et enfin Sophie Kassam-Chenaille, directrice des activités numériques du Parisien. Merci beaucoup à vous quatre. Alors on va avoir, je vous préviens, 2 départs pendant un moment la table ronde, mais tout va bien se passer. Puis on a de toute façon plein d'autres choses à discuter. Peut-être pour commencer, je vais parler d'abord aux médias traditionnels qui ont évidemment tous fait leur transformation numérique quand même depuis un petit moment. C'est plus trop aujourd'hui un sujet. Alors c'est quoi un peu aujourd'hui vos chantiers au Monde et au Parisien en termes vraiment de numérique? C'est quoi la nouvelle étape? Alors en fait, on est quand même encore en transformation numérique, même si effectivement elle est bien entamée, on en parle depuis plusieurs années, mais un média traditionnel à transformer numériquement, c'est quand même un gros chantier, c'est très long. Donc on est toujours dedans. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes à gravir. En fait, en tout cas, du côté du Parisien, c'est le cas. Nos gros chantiers, ça fait un moment qu'on s'est orienté sur la vidéo et on continue en fait d'être vraiment très focus sur la vidéo. On va prochainement en fait lancer un univers vidéo dédié en fait au long format, ce qu'on n'a pas pour l'instant au Parisien. Enfin, on en a un peu évidemment et ça fait partie de notre proposition, mais c'est pas la majorité de notre offre. Et on va lancer ça avant l'été, avant la Coupe du Monde même. On aimerait bien, mais on a quelques changements chez nous qui font que voilà, on n'a pas encore de date précise. Mais donc c'est de lancer cet univers totalement dédié donc au long format. Sur notre site, sur notre app et également sur les réseaux. Et en fait, vraiment de façon à avoir une proposition qui s'oriente encore plus vers les longs formats. Donc vraiment 50-50 entre les shorts et les longs. Parce qu'on a vu de toutes nos expériences depuis les dernières années que ça fonctionnait très bien, avec vraiment toujours cette double stratégie qui est vraiment d'avoir les shorts pour faire de l'audience et pour aussi avoir des inscrits et de plus en plus d'inscrits à nos marques. Et les longs pour travailler vraiment le temps passé, la qualité en fait de notre narration aussi, parce qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas juste qu'on leur donne de l'info synthétisée, simple et courte, mais qu'ils ont besoin aussi de rentrer dans le décryptage, dans le fait de comprendre ce qui se passe, qu'on leur raconte vraiment l'histoire. Et nous en fait on le fait depuis plusieurs années avec nos différents formats. On a des podcasts qui vont devenir des podcasts filmés ou des formats longs dans lesquels on prend le temps de ces narrations. Et on prend le temps aussi du reportage et ça plaît beaucoup et c'est par ailleurs un levier aussi important en termes de monétisation. Voilà, donc on va vraiment se concentrer sur ça et puis après on a beaucoup d'autres enjeux et notamment l'abonnement l'abonnement numérique qui est quand même un gros levier de chiffre d'affaires et de développement de chiffre d'affaires digital de nos médias en fait partie et donc on est aussi à fond sur ce levier-là. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être ici. Écoute, comme Sophie, on a mené énormément de chantiers et on est au milieu d'un des plus gros, finalement, qui est encore en cours. On est en ce moment même, ces semaines-ci, ces jours-ci, en train d'opérer une bascule qu'on peut pratiquement appeler historique, puisque pour la première fois depuis décembre 1944, le journal ne va plus être l'alpha et l'oméga de la réflexion et de la production éditoriale de la rédaction. Journal papier. C'est le journal papier, oui, tout à fait. C'est-à-dire que à partir du mois d'avril jusqu'au mois de mai de cette année, les chefs de service n'auront plus accès aux outils de production du journal papier, travailleront d'abord, avant tout, et en fait uniquement pour le site internet et les supports numériques du Monde, ce qui sera aussi le cas de la totalité des rédacteurs et de la totalité des producteurs d'informations au sein du Monde. Donc ça, c'est une énorme bascule qui est plus qu'en cours, en fait, qui est enclenchée vraiment là, qui se passe déjà pas mal. Ça, c'est le plus gros chantier. Et ensuite, en fait, c'est une étape décisive pour les chantiers qui se présentent à nous, qui sont des vrais chantiers numériques, un développement digital à pleine balle,
avec une ambition qui est l'ambition éditoriale. En gros, au Monde, il y a un truc dont on est sûr, c'est nos valeurs. Les valeurs, elles n'ont pas bougé depuis 80 ans, mais comment on les applique et comment on fait pour aller toucher les gens, ça, c'est ça qu'on doit renouveler en permanence. Donc, l'explosion des usages numériques, une consommation du journalisme visuel qui décuple, 2 axes, et un troisième, c'est l'émergence de l'IA qui est à la fois un défi, une opportunité. On y reviendra peut-être. Oui, j'aimerais bien avoir vos retours. Comme je te disais, quand on a échangé avant, nous aussi, on est sur cette bascule numérique, mais qui n'est pas du tout évidente. Et nous, on ne nous a pas coupé l'accès aux outils print. Donc, en fait, on est tout le temps dessus, quoi. Ce qui est terrible. Donc, je serais contente de voir comment vous faites. Peut-être, alors, je vais me tourner vers les deux Justine. On voit de plus en plus de médias, justement, investir massivement YouTube, soit short, long format. Sophie le décrivait très bien. Qu'est-ce que un peu ces médias ont compris aujourd'hui et qu'ils n'avaient peut-être pas compris il y a 5 ans? Déjà, je regarde avec émotion une photo de moi qui date d'il y a à peu près 12 ans avec mon logo, mon t-shirt Twitter à l'époque de Jack Dorsey, totalement collector. Déjà, je suis très heureuse d'être ici, entourée par la Next Gen News française et puis des fleurons historiques du journalisme vraiment iconique, j'ai envie de dire, parce que tout ça, c'est le monde de l'information aujourd'hui, et même les échos que vous représentez. Et on voit vraiment, nous, de notre fenêtre, cette mue digitale qui est en train de s'opérer par tous les acteurs, tout l'écosystème, que ce soit les talents eux-mêmes directement ou que ce soit les institutions. Finalement, les valeurs communes et la mission commune est d'informer, d'instruire, d'éclairer. On observe, nous, qu'il y a eu vraiment un mouvement d'accélération depuis peut-être 4-5 ans de tous les acteurs traditionnels vers le numérique et en particulier vers YouTube. Tout simplement, et moi quand je discute avec chacun de vous, finalement vos réponses sont toutes les mêmes, et puis c'est le constat général. Toute une génération a choisi de consommer différemment, ne va plus sur des supports qui sont des supports papier par exemple, ou écoute moins la radio ou la télévision, et se retrouve en particulier sur des destinations comme YouTube. Nous, quand on regarde un petit peu nos chiffres, on a 1 utilisateur sur 2 de YouTube en France qui vient pour s'informer. Quand on leur pose la question, est-ce que vous trouvez sur YouTube que le temps passé et l'information que vous trouvez est de qualité, 80% répondent oui. Donc il y a vraiment un réflexe d'information qui s'est développé, qui s'est accéléré à chaque séquence, à chaque grande séquence citoyenne, et notamment les séquences présidentielles. Et qui a continué de s'étoffer avec ces nouvelles voix qui sont arrivées ou avec ces nouveaux formats. Le Parisien qui arrive sur les formats longs est aussi un move, un geste absolument stratégique, parce que l'autre grande tendance de fond qui continue de s'installer, c'est le succès du visionnage de YouTube sur les écrans de télévision. L'écran de télévision comme canal de visionnage est désormais la 2e manière de consommer YouTube en France. C'est la première manière de le faire aux États-Unis. Et corroboré à ça, c'est justement le succès de ces formats longs, de documentaires, de décryptage, d'analyse, de podcasts, qui illustrent une soif par le public d'apprendre, de comprendre, de passer du temps à avoir des discours, ou des dialogues beaucoup plus approfondis, plutôt que de la hard news, vraiment un peu flash, éclair, qui ne laisse pas forcément la possibilité de ce temps long. Justine. Je trouve que ça a bien évolué, dans le sens où quand j'ai débuté dans le journalisme, donc il y a à peu près 10 ans, il y avait une certaine forme de mépris vis-à-vis du web en général, de la vidéo web. Et aujourd'hui, pour moi, ça a complètement changé. Il y a toujours, on va appeler les vieux de la vieille, qui ne veulent pas entendre parler du web, mais je dirais que pour 95% aujourd'hui des journalistes, on sait aujourd'hui qu'il faut passer par là. Et il y a même des envies, donc c'est-à-dire que des profils comme les nôtres, Camille et moi, il y a des médias traditionnels qui viennent nous chercher pour collaborer avec eux, donc ça veut dire qu'il y a des ponts qui se font. Je me souviens aussi que ma toute première vidéo sur YouTube, il y avait C'est à vous qui m'avait interviewé, qui avait passé un extrait de ma vidéo, alors qu'en fait je les avais pas du tout contactés. Il y avait évidemment une actu qui permettait d'en parler, mais ça ne serait pas du tout arrivé il y a quelques années.
parce que youtubeur, parce que créateur de contenu, beaucoup de mal à faire la différence avec le journalisme. Et aujourd'hui, moi, je trouve que ça se sent qu'il y a un souhait de renouer avec le web vidéo en général et avec la création de contenu. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Camille. Tu es d'accord? Tu veux réagir, Camille? Apparemment, tout a été dit. Par contre, toi, tu es passé chez Brut, qui était natif vidéo. Et comment est-ce qu'on a pu expliquer ce succès quand même qui est assez fulgurant de cette plateforme qui est aujourd'hui passée sous un gros groupe média qui est CMA Média? Brut produisait énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On a développé des formats plus longs, justement, avec Charles, quand on était dessus, Brut documentaire. Je pense qu'il y a beaucoup plus, c'était le côté très terrain. En fait, on faisait très peu de face cam, très peu d'analyse. C'était vraiment plein de portraits, comme Benoît en parlait juste avant. Lui, il a travaillé pour Brut, justement, il faisait beaucoup de portraits. Moi, je suis partie de la télé parce qu'il n'y avait plus de cases de documentaire, plus de cases de reportage. Il n'y avait plus vraiment d'endroit, en fait, où faire des documentaires de terrain. Donc, quand je suis arrivée chez Brut, pour moi, c'était vraiment le paradis où on pouvait vraiment... On avait carte blanche pour couvrir les pays du monde entier, toutes les thématiques en France possibles et imaginables. Et je découvre en fait le travail sur YouTube où on est libre des formats, libre de la durée, libre d'incarner ou non, libre aussi de garder des défauts dans le reportage, libre de garder des coulisses, des contre-champs. Et en fait, on a essayé de réinventer un peu une écriture avec un rédacteur en chef qui était génial, qui s'appelait Mathias Sillon. Et je pense qu'il y avait un petit vent de fraîcheur qui a fait que les gens ont beaucoup aimé. Bon, ça a perdu ça a beaucoup perdu après le rachat Brut, parce que bon, quasiment tous les journalistes sont partis. Mais il y a eu une époque dorée, et on en a hérité après sur nos chaînes YouTube. Pourquoi être parti alors? Pourquoi toi tu es parti? J'étais plus tout à fait en accord avec la ligne éditoriale qui y avait. Mon rédacteur en chef est parti. Enfin voilà, moi j'avais toujours été indépendante pendant une dizaine d'années avant pour la télévision, mais en indépendante. Je suis restée 3 ans salariée parce qu'il y avait d'énormes libertés. Quand elles ont disparu, j'ai préféré reprendre ma liberté. Je parlais justement de CMA, YouTube, il y a quelques semaines, je crois. Bon, c'était parlé à cette occasion, Justine, vous avez signé un gros partenariat, donc voilà, YouTube, CMA, CGM. Mais on s'est dit, waouh, c'est quoi le bénéfice en fait que peut tirer une chaîne comme ça? Enfin, je veux dire, et vous aussi d'ailleurs, au final. Ouais. En fait, déjà, nous, on s'inscrit à la croisée de tous les mondes de la création. Donc, quand vous avez des entités médias comme ça, et alors CMA Média, on est sur une association d'acquisition qui se sont retrouvés dans une même entreprise. Il y avait vraiment de la part de la gouvernance chez CMA Média cette envie d'accélérer très fortement sur l'opportunité YouTube, puisqu'il y avait une vraie prise de conscience que toute une partie du public y est. Et donc, on s'est assis autour de la table, on a expliqué un peu comment YouTube ça marche. Alors, sachant que maintenant, dans le groupe CMA Média, il y a Brut qui est quand même très, très avancé sur YouTube. Il y a RMC qui est très avancé aussi, BFM. Et donc, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir aller un cran plus loin dans l'accompagnement de ce groupe média pour comprendre la grammaire YouTube, comprendre les différents formats, le multiformat. On a parlé des formats longs, tu as parlé des shorts. Comprendre aussi, et c'est l'autre partie, et c'est l'autre puissance de YouTube, c'est la notion de modèle économique, puisque on est sur une destination vidéo où nous, notre modèle, c'est de partager plus de la moitié de nos recettes publicitaires aux détenteurs des chaînes YouTube. Derrière, on est allé un cran plus loin, puisque pour certains acteurs qui possèdent des régies en interne chez eux, vous avez la possibilité côté régie de vendre votre propre inventaire YouTube. Donc en fait, c'était tout ça, les opportunités d'audience incrémentale, les opportunités de revenus incrémental, les opportunités d'innovation. J'écoutais dans le débat précédent comment YouTube est une opportunité de laboratoire, de tester des choses, d'être une vitrine de son travail. Donc c'est tout, en fait, cette suite d'outils et de technologies qu'on met à disposition du groupe pour les faire rentrer, j'ai pas envie de dire dans le futur parce qu'ils ont déjà bien toutes ces appréhensions, mais vraiment les accompagner au mieux pour prendre toute la puissance de YouTube. Charles-Henri,
petite question. Comme on voit que YouTube fait de plus en plus de choses avec donc des partenariats avec certains médias plus traditionnels, mais de l'autre, on les voit aussi, je vais un peu titiller, mais les faire aussi monter en puissance certains créateurs contenu peut-être d'infos. Est-ce que ça vient pas un peu, tu te dis, faire un peu, créer une petite guéguerre entre, je vais dire, l'ancien monde et le nouveau monde, si je caricature? Oui, moi je crois que, je ne veux pas parler pour Justine, mais je crois que ce que YouTube a bien compris, c'est que c'est complémentaire. Il y a à la fois une vraie nouvelle génération grandissante de producteurs de contenu, finalement sur les rails d'Hugo Décrypte, même si tout le monde se rêve un peu Hugo Décrypte dans ce champ-là, et c'est un peu comme tous les médias qui ont voulu être le nouveau Mediapart, et en fait, quand il y a quelqu'un qui occupe une place aussi puissamment, c'est extrêmement difficile de l'en déloger. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'essaie même plus de déloger Hugo Décrypte sur les formats qu'il produit, parce qu'en fait, il est devenu le TF1 des jeunes sur certains aspects. Il faut aller ailleurs. Mais il y a de la place. Il y a de la place et il y a une forme de complémentarité. Plus il y a de convives et plus le gâteau est grand. Au fond, il y a quand même des stratégies assez différentes. Je ne veux pas généraliser à l'extrême, mais il y a quand même une tendance qui est liée au marché, qui est liée à ce dont parlait Benoît, ce dont parlait la table ronde précédemment, Benoît Lecor, qui est que quand on est new generation, new gen journalism, next gen journalism, voilà pour le mot-clé. Inventé par YouTube, je crois d'ailleurs, un peu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je vous disais. Inventé par YouTube France. Ouais. Donc c'est pas rien. Il y a une logique, il y a un peu mécaniquement, il me semble, une logique à faire des coups. Il faut faire des coups éditoriaux, donc on peut faire. Je ne veux pas parler trop pour eux, mais ils vont faire peu de vidéos, très puissantes, très bien storytellées, très bien packagées, très bien incarnées, et nous, on est dans une logique un peu différente. On est dans une logique qui est plus une logique de réactivité face à l'information, par exemple, une logique de watermark, de crédibilité. On a une exigence de capacité, de standard de qualité qui est incontournable, en tout cas au monde. On est obligé, une vidéo, elle est consultée avant d'être diffusée par 4 à 7 personnes qui vont la relire, en regarder le script, fact-checker un élément, vérifier l'orthographe, enfin bref, vous imaginez bien, l'éditer, aller chercher la vignette, etc. Bon, au sein de la rédaction. Donc, logique de réactivité, logique de watermark, mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que toute cette next-gen journalism, elle nous invite à nous poser une question qui est sans doute fondamentale pour nous, gros médias traditionnels, à voir comment on les appelle, c'est comment on expose au mieux l'information qu'on est nous-mêmes allés chercher. Pour pas laisser trop à d'autres, on le laissera de temps en temps, on n'a pas le choix. Il y a 560 journalistes au monde, il y a 130 contenus en moyenne par jour, évidemment qu'on ne pourra pas tout diffuser parfaitement et tout exposer parfaitement bien. Mais comment on optimise pour les super infos qu'on a et ceux qui allons les présenter aux gens, pour pas se retrouver avec des super enquêtes qui derrière sont très très bien packagées par Brut ou Hugo Décrypte qui font des millions de vues avec ça. Ça, c'est un vrai défi pour nous et c'est quasiment le défi prioritaire pour nous en termes d'exposition vidéo en ce moment. Peut-être Sophie aussi. Elle doit filer. Merci beaucoup Camille d'être venue. Ce que je peux rajouter, c'est aussi les cibles jeunes. Enfin, les cibles jeunes, c'est hyper important, et notamment quand on est des médias traditionnels tels que les nôtres. Le Parisien, par exemple, voilà, c'est un média qui n'est pas dans les plus vieux, mais qui a plus de 80 ans. La cible print, elle est hyper vieillissante. Moi, j'adore, je vais souvent dans les collèges ou les lycées ou voir les jeunes. J'adore qu'ils me disent qu'ils regardent le Parisien spontanément, qu'ils le voient sur YouTube, qu'ils le voient sur TikTok, qu'ils le voient sur les réseaux et qu'ils le consultent et qu'ils y reviennent. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 15 millions d'abonnés. Je trouve ça en fait assez fabuleux. Pas juste d'y être présent, mais que les journalistes aient réussi à se réinventer, à réinventer la façon de décrire, de communiquer avec les jeunes générations, et que tout ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, qu'on soit cité spontanément au milieu effectivement de créateurs de contenu et d'autres médias, je trouve ça assez dingue d'avoir ce poids-là, et de voir encore que voilà, l'année dernière, en 2025, le Parisien, c'est le média qui fait le plus de vues sur YouTube. Je trouve ça complètement dingue. Enfin, je sais pas qui aurait pu parier sur ça, et peut-être que même si je vous dis ça, peut-être que vous vous dites ah ben non,
Parisien, c'est Hugo ou c'est, je sais pas, Brut, Combini, en 2025, c'est le Parisien en nombre de vues. Et je trouve ça complètement dingue. Et ainsi que le retour, en fait, qui peut être fait de ça. Et effectivement, ce qu'on présente dans nos contenus, c'est de l'actualité. Et tu as raison. On entend tout le temps les journalistes dire on s'est fait piquer un sujet où il est sorti, etc. Mais c'est pas grave. Effectivement, les gens voient quand même qu'on est souvent on est très souvent les premiers à le sortir parce que les journalistes ont en fait des sources et des carnets d'adresses complètement dingues et parce qu'aussi ils vont chercher effectivement de nouveaux angles, de nouvelles enquêtes, de nouvelles infos et finalement oui, c'est peut-être pas su qu'on est toujours les premiers à l'avoir sorti, ou voilà, mais en fait, ça rentre dans une globalité de contenu qui offre une proposition originale, en fait, et qui garde en fait sa légitimité, son originalité. Voilà. Et après, tu l'as dit aussi, il y a des éléments hyper importants. Donc, au Parisien, il y a énormément de journalistes. Il y a peu de journalistes stars, finalement. Il y a beaucoup d'incarnations, mais peu de journalistes vraiment stars. En revanche, il y a une charte. Donc, effectivement, on retrouve toujours les mêmes codes. Donc, la charte, elle est hyper importante et elle est toujours respectée. C'est ça qui fait, en fait, qu'on retrouve finalement l'identité en fait, du Parisien est toujours la même, en fait, sur les réseaux. Et puis après, c'est aussi assez intéressant, finalement, d'avoir des journalistes incarnants qui rentrent dans ce cadre-là, mais qui peuvent se relayer plutôt au privilège d'un contenu finalement ou d'un type de format plutôt que d'être l'unique incarnant finalement et avec toute sa personnalité d'être l'unique incarnant d'une série ou d'un reportage. Donc on a autant finalement de contenu vidéo qui marche avec des incarnants, mais aussi qui marche sans incarnants. Voilà, on a les deux. Et voilà, même si les incarnants marchent très très fort sur les réseaux et que nous-mêmes on continue d'en faire, c'est important d'avoir les deux, je pense, et ça ne se fait pas que de cette façon-là. Et par ailleurs, d'aller toujours finalement chercher de nouveaux talents journalistes originaux, créatifs, et de réussir à maintenir un climat qui permettent de garder cette créativité au service des journalistes. Et par exemple, les journalistes qu'on a sur les réseaux, le Parisien organise chaque année un prix de l'innovation avec le CFJ et va en fait finalement chercher des journalistes de cette façon-là. Il y en a un, par exemple, qui est Mathieu Hennequin, qui a gagné le prix en 2021 et qui est maintenant journaliste, qui a été embauché en CDD au Parisien suite à ce prix-là et qui est journaliste qu'on voit beaucoup notamment dans les vidéos et qui incarne notamment une série qui s'appelle Le Touriste, qui est assez originale puisqu'elle raconte comment les touristes peuvent se faire arnaquer à Paris. Donc typiquement, Mathieu, il est arrivé par ce type de concours, donc des concours d'innovation qu'on doit être capable de faire avec les jeunes générations qui sortent des écoles de façon à les dénicher aussi ces nouveaux talents. Tu dirais que c'est une nécessité d'incarner, comme Sophie en parle? Je pense que c'est pas obligatoire. Il y a des vidéos sur le web qui marchent très très bien. D'ailleurs, certaines vidéos du Monde, si je me trompe pas, Charles-Henri, qui sont pas du tout incarnées et qui sont formidables avec juste de la voix off. Mais ça nécessite une très bonne narration. Après, aujourd'hui, c'est plus simple de raconter une histoire avec un visage parce que il y a aussi les codes des réseaux sociaux où, notamment, les jeunes générations sont habituées à avoir un visage qui nous guide. Et moi, je l'ai vu en fait au fur et à mesure dans mes vidéos. J'ai essayé de plus en plus d'incorporer ma tête pour raconter des histoires, de montrer aussi comment je réagis face à telle ou telle situation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aussi de renouer un lien qui est parfois brisé avec le public. En tant que journaliste, je me suis rendu compte en commentaire qu'il y avait plein de gens qui disaient « Ah, je pensais pas que tu réagirais comme ça ». Je montre en fait mon côté humain, le moment aussi où parfois je suis un peu désemparée, où je sais pas forcément comment répondre, où je suis aussi émue. Ce que je faisais pas du tout quand je travaillais à la télévision, parce que on nous apprend à avoir une voix qui, désolé du terme, un peu formatée, parce que le but c'est qu'on soit tous un peu remplaçables. Donc l'incarnation, elle n'est pas obligatoire, mais elle l'aide à raconter une histoire, je trouve. Justine, oui. Il y a quand même, je pense qu'au-delà de l'incarnation, et c'est aussi ce qui a été débattu tout à l'heure, c'est cette notion de format, de proposition. On parlait d'Hugo. Hugo, il est exactement en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il était au début très incarnant et petit à petit, vous voyez qu'il a, déjà, effectivement, physiquement, il ne peut pas être partout. Et il a commencé à présenter à son audience de nouvelles voix, de nouveaux visages, parfois même
et ça c'est quand même extraordinaire, il nous fait ses actus du jour sans rien, on voit juste, et ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il a construit sa marque. Donc à la fin, je pense que tout est une histoire de format, de proposition éditoriale, que ça puisse prendre le temps de s'installer. Et ensuite, c'est cette notion de programme, de rendez-vous, de format, finalement très similaire à ce qu'on peut trouver dans n'importe quel média, qui va pouvoir s'ancrer. Et ensuite, les visages vont pouvoir potentiellement être différents les uns des autres. Charles-Henri Non, ce qui est passionnant dans un média comme le nôtre, au Monde, c'est de trouver le bon équilibre entre une part d'incarnation et comment maintenir la dimension de marque, qui est quand même un point de repère pour des millions de gens, et qui, sans doute, au moment du raz-de-marée artificiel, va être une sorte... Voilà, elle va être parmi d'autres, un îlot sur lequel on ira pour avoir de l'information qui, a priori, ne sera pas générée artificiellement. Comment trouver cet équilibre ? Ça passe, je pense, par une part d'aller chercher des personnes qui peuvent être des sortes d'ambassadrices au sein de la rédaction pour porter cette incarnation-là. Au Monde, je ne pourrais pas te donner de chiffres parce que je ne l'ai pas en tête, franchement. Mais sur 560 journalistes, il y en a peut-être la moitié qui, un jour, pourraient passer à la caméra. Sur les 5 ans de l'heure du Monde, donc qui est notre podcast quotidien d'actualité, je crois qu'il y a 250 ou 300 journalistes de la rédaction qui sont passés au micro. C'est quand même dire que pour un journal, historiquement, pour un média de l'écrit, c'est déjà une vraie marche qui est passée. Donc, aller trouver les bons ambassadeurs, se demander où on situe l'incarnation. Est-ce que c'est pour porter un récit ? Est-ce que c'est pour faire du face caméra ? Est-ce que c'est pour aller sur le terrain ? Ça, c'est des questions qu'on se pose aussi régulièrement. Au fond, je pense que le faire par petites touches, dans le cas du Monde, c'est déjà un gros chantier. Ouais. Ça dépend effectivement. Nous, on a fait le choix aussi plutôt d'incarner pour l'instant, mais comme on n'était pas du tout connus sur YouTube, je me permets aussi de parler de ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour chaque thématique, chaque format... Et dès qu'il y a une mode, l'intérêt, c'est d'aller un petit peu à contre-courant de cette mode pour émerger. C'est là tout le paradoxe. Justine, tu l'as dit, il y a certains formats où on a délibérément, on s'est dit, on ne va pas les incarner. Donc ça, c'est par exemple au moment du lancement de nos formats d'OSINT, d'investigation open source, on s'est dit, on va jouer graphiquement et narrativement un truc un peu enquête scientifique, police scientifique. On va avoir une voix assez froide, avoir graphiquement un truc avec des traits bleus, très noir et blanc, etc. Donc très détaché, on va surjouer un petit peu l'objectivité du propos, et donc on va plutôt pas incarner ce propos-là. Bon, maintenant, on remet finalement de l'incarnation par petites touches. Mais parfois, ça peut être amusant, en fait, d'aller à contre-courant du truc. Peut-être que dans les next-gen journalism, on va voir émerger aussi des formes très, très originales où il n'y aura pas du tout d'incarnation. Ou alors des avatars, carrément. Ou des avatars, mais c'est une forme d'incarnation. Enfin, oui. Une incarnation creuse. Justine, toi, en tant qu'indépendante, et puis tu as travaillé avec des médias traditionnels, tu as aussi été chez Vice, maintenant tu travailles pour toi-même. C'est facile, tu dirais que c'est plus facile de capter l'intérêt aujourd'hui, je vais dire des jeunes, alors je sais pas ce qu'on appelle jeunes, mais bon, tu me comprends, qu'un média un peu plus institutionnel comme nous on peut représenter. Je pense que c'est pas tant être un média ou être journaliste indépendant que les formats. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup en école de journalisme, auprès de collégiens, de lycéens, et évidemment, ils n'ont pas les mêmes modes de consommation des médias, et ce serait se voiler la face que de penser que aujourd'hui, en tout cas, ils vont au CDI lire Le Monde papier. J'espère qu'un jour ils le feront, mais en tout cas, quand ils sont très jeunes, c'est pas le cas. Donc, en gros, je pense que ce qui est important, c'est aussi d'aller les chercher là où ils s'informent, et c'est important en fait. Pour moi, c'est presque une sorte de mission en fait, parce que s'il y a que des outils de désinformation sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, dans ce cas-là, les journalistes n'ont pas fait leur boulot. Il faut qu'on aille chercher les jeunes là où ils sont, et pour l'instant, ils sont sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le cas aussi des plus vieilles générations. Maintenant, on y est tous. Donc, il faut s'adapter à ce nouveau format-là. Mais quand j'étais chez Vice, qui est un média qui, quand même, était très présent sur les réseaux sociaux, s'intéressait plutôt à la jeune génération, il n'y avait aucun souci sur le fait de les toucher. Mais aussi parce qu'on a été dans les premiers médias à se lancer sur TikTok et à ne pas avoir peur de se ridiculiser. Justine, peut-être, est-ce que tu vois une différence ? Aujourd'hui, un jeune va facilement regarder vidéo du Monde, une vidéo Justine. Oui, je pense que, encore une fois, nous,
De notre fenêtre YouTube, ce qu'on voit, c'est 43 millions d'utilisateurs qui viennent chaque mois. Donc, c'est en fait tous les Français qui viennent. Donc, on a toutes les générations. Et justement, parce qu'on a cette échelle et cette audience, on a une énorme responsabilité de s'assurer que toutes les voix et toutes les formes d'information et de journalisme sont présentes. C'est pour ça qu'on travaille autant à l'accompagnement des institutions historiques que d'aider à l'émergence de ces nouveaux talents. Et Franck Laplanché là, travailler avec les organisations et notamment les sociétés de gestion collective comme la SCAM pour créer des programmes qui soient adaptés, de travailler avec Hervé Brusini sur le prix Albert Londres pour pouvoir aider financièrement dans des logiques de prix, de résidence, de bourse, etc. Mais l'enjeu aujourd'hui, en 2026, dans un monde de plus en plus complexe, ultra polarisé, nous, à l'aube de présidentielles, de pouvoir proposer aux utilisateurs une pluralité de voix, une diversité de voix et la possibilité de faire son propre libre arbitre est absolument essentiel. Donc je dirais que je pense que c'est vraiment un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu sur les jeunes générations, mais sur toutes les générations. D'ailleurs, au Monde, là, vous marchez effectivement très bien. J'ai vu sur YouTube. Alors, sur TikTok, vous avez aussi été très précurseur sur Snapchat, il me semble. On appelle ça Snap maintenant. Oui, on a lancé une édition Snap. Il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. 8 ans, et c'est quoi en fait? C'est aller un peu éduquer une future audience, ou alors c'est vraiment devenu une activité? On se dit, allez, faut rentabiliser ça. Non. Alors. Je dis souvent, quand il y en a besoin, que le service vidéo du Monde n'est pas un service YouTube du Monde, c'est pas un service Snap du Monde, c'est un service vidéo du Monde. Il y a un service photo, il y a un service infographie, il y a un service politique, il y a un service éco, bref, il y a 35 services au monde, je ne vais pas faire la liste, et il y a un service vidéo. Ce service vidéo, il produit de la vidéo pour le monde, donc prioritairement pour les supports du monde. L'application, le site internet. Il y a un site mobile, bref, des newsletters, etc. Ensuite, il y a une stratégie plateforme associée et qui est un des moteurs prioritaires de ce service vidéo. Donc là, la stratégie, c'est on produit de la matière originale pour une audience qu'on figure comme unique, qui est 20-35 ans, qui nous permet d'aller chercher des audiences plus marginales dans les moins de 20 ans ou plus marginales dans les plus de 60. On diffuse ça en le packageant de façon différente. Ça, c'est une des grosses tendances. Je ne l'apprendrai à personne autour de cette table ronde. C'est une des grosses tendances du moment. C'est plutôt que d'aller, ce qui était plus la stratégie qu'on avait il y a 5-10 ans, plutôt que d'aller créer des formats très spécifiques avec des teams dédiés par plateforme, avoir une équipe Snap, avoir une équipe qui fait beaucoup de YouTube, etc. On a une équipe vidéo qui produit du contenu original à la source, le même contenu, qui va être légèrement packagé à l'atterrissage pour chaque plateforme. Bon, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail de ça, mais c'est la philosophie générale. C'est intéressant. Et aux Parisiens, ça fonctionne comment ? C'est la même chose. C'est une équipe vidéo qui produit. Après, il y a une hyper distribution qui se fait en fait sur l'ensemble des réseaux. Après, notre chef de service vidéo, il dit souvent que lui, il est très sur YouTube. Il connaît tout de l'algo YouTube et quand il comprend plus l'algo YouTube, il appelle YouTube. Donc, par la force, je pense, des audiences qu'on peut faire sur les plateformes maintenant, même par rapport à nos domaines. Ils sont tellement connectés aux plateformes que ça en devient des hyper spécialistes, quoi. Voilà, donc il y a quand même cette petite déformation. Et tu as raison de dire, je pense, c'est le service vidéo en premier, mais ils ont en tout cas aux Parisiens cette déformation d'être tout le temps sur les plateformes et de les connaître hyper bien parce qu'elles ont pris un poids qui est bien supérieur en fait à celui de notre propre site en fait, en termes d'exposition et d'audience. Mais c'est vrai qu'il y a un petit point sur lequel je t'ai pas répondu quand même, c'est la stratégie globale de l'audience. Est-ce qu'on va chercher une audience plus jeune pour dire on la fait connaître, on lui fait connaître le monde, etc. Et ça, donc au Monde, il y a actuellement, on essaie de marcher sur deux jambes. Il y a cette stratégie-là qui est un pari sur l'avenir, de dire on va aller, comme le disait Justine, trouver les audiences là où elles sont, c'est-à-dire
quand même les deux mastodontes Instagram, YouTube, actuellement. Visuellement, c'est vraiment les deux géants. Aller les trouver là où ils sont en produisant un contenu pour eux. Et en parallèle, on fait rentrer la vidéo dans des vrais contenus premium disponibles à nos abonnés payants du monde, avec une timeline, enfin un séquençage qui peut aller d'une sorte d'avant-première payante, par exemple. Donc ça, c'est une stratégie aussi de faire de la vidéo un vrai levier du business model originel du monde, qui est quand même de continuer d'être sur cette croissance régulière où on a aujourd'hui bientôt 700 000 abonnés payants. Oui, bah vous avez YouTube Premium aussi. Ça, c'est aussi un... Tout à fait. Alors, YouTube Premium, c'est la version payante de YouTube qui permet de ne plus avoir d'interruption publicitaire, de pouvoir regarder YouTube en fond d'écran et de pouvoir regarder offline. Mais c'est ce sont les mêmes contenus ensuite. Et effectivement, on voit beaucoup d'acteurs qui sont sur des business models d'abonnement, qui utilisent YouTube comme une vitrine, un levier de conversion qui est très puissant. Donc, je veux juste revenir sur la notion d'algorithme, parce que je sais qu'on en parlait demander aussi. si tu avais, tu pouvais nous dire, c'était quoi Je pense qu'il y a un truc, mais que tous les protagonistes autour de la table, vous y compris, avez très bien compris, c'est que moi, ce que je vous conseille toujours, c'est qu'on remplace le mot algorithme par le mot audience. Et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus clair. Vraiment, la logique structuration des contenus sur YouTube, elle est vraiment mue par un principe qui est fondamental, qui est d'amener des vidéos à des utilisateurs et non pas l'inverse. Ça, c'est très important. On a fêté nos 20 ans l'année dernière, donc on a 20 ans d'affinage de ce modèle d'algorithme qui, au tout début, était basé sur du pur quanti. Et puis petit à petit, s'est élaboré avec des signaux beaucoup plus qualitatifs. Et Charlotte l'expliquait très bien tout à l'heure. On a commencé à prendre en compte le temps passé sur une vidéo, les interactions avec les vidéos, les commentaires. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, c'est plus de 80 milliards de signaux qui sont pris en compte par l'algorithme pour pouvoir opérer la meilleure, la plus juste des recommandations vidéo à chaque utilisateur de la plateforme. Ça veut dire qu'il y a autant de YouTube finalement que de personnes dans cette salle, autant de manières de naviguer sur la plateforme. Et donc, ce qui est formidable, c'est que grâce à cette logique d'algorithme, mais surtout d'audience, des très jeunes chaînes peuvent émerger très vite. Ben, Justine, t'en es l'exemple parfait. Charlotte, qui s'est lancée il y a 1 an. Je pense à Pierre Aski, jeune youtubeur depuis 3 mois. Et en fait, finalement, tout l'enjeu, ou même Benoît, enfin tous ceux qui sont... même, regardez le succès des Échos, qui avec des nouveaux formats, je crois que vous êtes sur un rythme de 10 à 15 000 nouveaux abonnés par mois. Donc en fait, à partir du moment où vous arrivez à vous positionner dans un angle narratif, dans une proposition qui est pertinente pour votre public, vous arrivez à le trouver. Alors, j'ai une dernière question un peu prospective quand même. J'aime bien toujours finir comme ça. Mais si vous deviez un peu... alors après, je pourrais vous donner la parole. On aura le droit à quelques questions. Si vous deviez parler peut-être soit sur un format, soit sur, je sais pas, une seule tech ou... alors pas dire sauver le journalisme, mais en tout cas pour continuer, pour qu'on puisse toujours l'avoir dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que ce serait, Justine, puisque tu dois partir? J'ai pas exactement bien compris ta question. Justement, tu dois parier sur un format peut-être particulier pour les 10 prochaines années pour le journalisme. Alors, je pense que pour que le journalisme dure, il faut qu'il reste pluriel. Ce serait dommage qu'on se concentre tous sur la même chose, sinon ça va s'essouffler, évidemment. Mais évidemment, moi, c'est le format sur lequel je travaille, donc je pense qu'il y a vraiment un avenir aujourd'hui sur tout ce qui est autour du journalisme et du vlog, dans le sens où on a 2 axes de caméra. Un axe qui va filmer la personne ou notre reportage et un axe plutôt sur nous, non pas dans une logique nombriliste de regardez-moi, mais plus dans une logique où on peut avoir un ping-pong en fait beaucoup plus facile et intéressant en termes de montage et en termes de narration. Ce que moi j'essaye de faire, où maintenant j'accroche une GoPro sur mon boîtier, ce qui me permet du coup d'avoir des interactions qui sont plus naturelles plutôt que avoir juste une voix off ou m'entendre
de loin par derrière avec mes questions. Donc ça, c'est un format qui, je trouve, fonctionne bien, qu'on voit avec Max Lolom qui a sorti un documentaire sur Arte en parallèle avec sa chaîne YouTube, où pareil, c'est un format vlog, on le voit. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi à chaque fois sur chacune de mes vidéos, qui fonctionne bien, surtout sur des formats portraits, où on reste beaucoup avec des personnes et on s'attache aussi à l'interaction qu'il peut y avoir entre le journaliste et la personne qui va faire le cœur du reportage. Merci. Qui veut répondre? Alors sur 10 ans, je ferai le pari d'une immense fluidité des contenus, c'est-à-dire d'un monde dans lequel, et on en voit déjà les prémices, un podcast va être filmé, un podcast de 40 minutes va être filmé, donc va être aussi une vidéo, va être découpé, va donner lieu à une conversation en commentaire, va donner lieu à un transcript sans doute automatisé par une IA ou avec l'aide d'une IA, va donner lieu à un transcript sous forme de texte donc. Et donc une même information, un même input va donner lieu à plein de formats différents. Je ferai pari de cette forme de fluidité-là. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui doit un jour sauver le journalisme, je ne sais pas si le journalisme a besoin d'être sauvé dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que ça soit... mais si un jour le journalisme a besoin d'être sauvé, je pense que ce qu'il sauvera au fond, c'est sa crédibilité. C'est là-dessus qu'au fond, au monde, on mise tout. Je suis assez d'accord sur le multiformat et je mettrai une petite mention sur l'audio. On voit beaucoup l'audio en fait émerger, augmenter, progresser et c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle et donc voilà, moi je parierais pas mal sur tout ce qui est audio, podcast filmé. J'en ai déjà parlé, mais effectivement, ça combine beaucoup de codes. En fait, parce qu'il y a, on voit la différence. Nous, aux Parisiens, ça fait depuis presque le tout début, on diffuse nos podcasts sur YouTube, ça a toujours marché. Mais les podcasts filmés, ça marche 10 fois mieux que le podcast non filmé. Donc, ça marche encore mieux. Et c'est vrai que ça combine quand même pas mal de codes, quoi. C'est incarné, il y a un dialogue, tu en as parlé, il y a du son. Voilà, on voit beaucoup de jeunes générations qui ont... je ne sais pas s'il faut dire ça, mais un peu la flemme de lire et qui aiment beaucoup écouter. Et le text-to-speech qu'on voit sur beaucoup de médias marche pas très bien, mais nous, sur le Parisien étudiant, il marche bien. En fait, il marche pas très bien sur le Parisien, mais il marche beaucoup mieux sur le Parisien étudiant. Donc voilà, moi je crois assez en ça et audio et podcast filmé en fait comme un bon format des prochaines années. Tu dois y aller? Non, pour moi, et c'est une notion, c'est plus un concept en fait, mais qui reprend un peu exactement tous les ingrédients que vous avez cités, c'est la notion de temps long. Je pense que plus que jamais, encore une fois, dans un monde de vélocité extrême et d'accélération encore plus, comme si c'était possible, de révolution technologique à grande vitesse, de polarisation de plus en plus folle. Je pense que le temps long va être la clé de plein de choses, de à la fois l'écrin à l'échange, à la discussion, à la compréhension, au détail, à la nuance. Et donc, vraiment, à la fois pour les voix qui portent les propositions éditoriales, l'information, le journalisme, mais aussi pour les publics, la clé finalement du vivre ensemble. Parce qu'à partir du moment où on a le temps pour expliquer les choses, pour décrire, pour nuancer, pour débattre, eh bien, on est beaucoup plus dans voilà, la notion de compréhension des uns et des autres et des forces et des enjeux en puissance. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Justine, je te laisse filer. Et donc, si vous avez des questions, alors, je ne sais pas, tout à l'heure, il y avait une fille qui avait un micro, mais c'est pas grave, je vais me relever. J'ai pas vu s'il y a des gens qui levaient la main. Je vois le monsieur.
Oui, bonjour. Juste une petite question, parce que, enfin, d'abord confirmer par rapport au niveau des âges que parlait Madame Rist, parce que, par exemple, moi je fais du live sport sur YouTube. C'est de la pétanque, hein, ça paraît peut-être ridicule, mais ça marche très bien. On peut faire 800 000 sur un week-end de vues, donc c'est quand même, c'est que ça donne Bravo. bien. Et on a quand même du 50% qui ont plus de 45 ans, donc ça montre que tous les Bien âges sûr. peuvent y regarder. Donc voilà. Juste une chose par rapport à vous, qui êtes des médias papier au départ. Les gens lisent en majorité 90-95% de votre article à chaque fois. Et là, par contre, on sait que sur YouTube, les contenus, les gens, en moyenne, vont rester à 50-60%. Est-ce que ça change la narration de votre chose 95% d'un article lu en moyenne, c'est optimiste hein, quand même. Hein. Ouais. C'est très, très, très optimiste. Je pensais. Et en fait, si on regarde le pourcentage moyen de vidéos vues sur YouTube, c'est les mêmes paramètres que sur un article. On est autour de 60-65% d'un article lu en moyenne. Ce qui est énorme, hein, parce que sur une vidéo, on a des vidéos, au Monde, on fait des... Voilà, on a pas mal de vidéos qui durent assez longtemps, où nos vidéos explicatives peuvent durer 15-20 minutes. Donc atteindre plus de 55% sur 15 ou 20 minutes, on a un taux de rétention, mais enfin bon, bref, quand même de pourcentage de la vidéo vue, taux d'attention exactement, merci, qui est hyper élevé. Donc non, il n'y a pas du tout un affaissement via la vidéo. Il y a plutôt un défi en ce moment qui est de dire, avec cette bascule numérique de toute notre production écrite, où on n'avait à peu près aucune idée de qui nous lisait vraiment dans un journal papier, parce que c'est très difficile, bon, il y a des études qui tentent de le faire et tout, comment on fait pour s'assurer que sur le numérique, nos articles soient vraiment lus et lus en profondeur. Ça devient un défi essentiel, parce que la data, maintenant, on l'a en masse. Et vous l'avez en masse. Et si vous avez une chaîne YouTube, vous avez donc accès à YouTube Studio, l'interface de gestion de la chaîne. Et l'idée, c'est qu'on donne aussi une information ultra granulaire, à un niveau très quasiment nano, de pouvoir comprendre qui regarde, d'où on regarde, à quel moment il y a du décrochage, sur quelle surface, le téléphone, l'ordinateur, l'écran de télévision. Et donc ça permet de faire finalement un peu de l'ingénierie d'audience très fine et de travailler sans cesse les propositions éditoriales pour qu'elles soient le plus pertinentes possible par rapport à votre audience. Et bravo pour la chaîne, j'irai voir la chaîne de pétanque qui s'appelle Sport Médiamat. Médiamat, on adore. On va tous aller voir juste après. Pas de souci. C'est d'autres questions. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour, Aziz Auguste, je suis journaliste pigiste et élu national au syndicat national des journalistes. Je voulais poser deux questions, à la fois pour les éditeurs, peut-être pour YouTube aussi, mais d'abord, est-ce que vous êtes satisfait, les éditeurs, de la part que vous reverse YouTube ? C'est la première question, la proportion qu'elle vous donne. Et l'autre question, c'est, on l'a vu avec Elon Musk, quand il a repris Twitter, c'est devenu un réseau plutôt d'extrême droite. Donc des médias ont perdu leur abonnés, entre guillemets. Est-ce que vous avez pensé, je parle là plutôt pour Le Monde et Le Parisien, si demain, entre guillemets, YouTube tombe entre de mauvaises mains, un entrepreneur par exemple d'extrême droite, est-ce que vous avez pensé au fait de comment on protège ses abonnés, comment on protège son audience ? Et parce que je dis ça, parce que j'ai remarqué que Le Monde publiait de plus en plus ses contenus sur son site en direct. Est-ce que c'est dans cette optique-là que vous le faites ? Est-ce qu'on est satisfait des revenus ? Alors, on n'est jamais assez satisfait des revenus, mais Justine l'a dit, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites par YouTube pour soutenir en fait et pour développer les revenus. Nous, on fait partie des médias qui avons notamment l'option Partner Sales, qui permet à nos commerciaux, donc à notre régie publicitaire, de commercialiser par elle-même l'inventaire du Parisien sur YouTube. Donc ça, c'est un sacré plus en fait qu'ils offrent. Et je dirais que parmi l'ensemble des réseaux sociaux, chez YouTube, c'est plutôt ceux avec lesquels on travaille le mieux, en fait. Voilà, donc... Je dis pas ça parce que je suis... Non, je dis pas ça parce que tu es là, je dis ça parce que c'est vrai. Je dis pas ça parce qu'elle est là et parce que c'est vrai. Et en fait, vous avez raison, on travaille le mieux. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on regarde quand même de près la monétisation, parce que le but de tout ça, c'est quand même qu'on soit rentable. On a déjà pas mal de soucis avec la décroissance du print. Donc en digital, on a besoin d'être au moins à l'équilibre. Voilà, donc on regarde vraiment de près tous ces sujets-là. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on travaille plutôt bien avec YouTube.
Oui, bon, il y a des choses qui recoupent la perspective du Parisien au Monde. YouTube, ça fait partie pour le Monde de discussions plus globales et qui sont faites au niveau de Google, puisque YouTube fait partie de Google, comme vous le savez. Et en fait, c'est là que ça se passe. C'est entre le Monde et Google. Donc c'est une perspective beaucoup plus ample et le partenariat, ou en tout cas les échanges entre le Monde et Google ne sont pas juste ce qu'on appelle le pré-roll, c'est-à-dire les vidéos qui se chargent au lancement d'une vidéo sur YouTube. C'est beaucoup plus large que ça. On a la chance au Monde d'être un groupe rentable, d'avoir plus d'argent qu'on en dépense à la fin de l'année, ce qui est une nouveauté depuis quelques années, mais qui est une énorme chance, une immense chance pour nous, qui nous permet d'investir et de continuer de nous développer, alors même que la rédaction a doublé de taille depuis 2010. On est à 560, en 2010 on était 2 fois moins nombreux. Donc en fait, nous, la perspective, elle est là. On a décidé de quitter X avec d'autres, à peu près au même moment que d'autres médias pour les raisons que vous évoquiez. Et on reste vigilant sur les autres plateformes, leur politique, dans un dialogue, au fond, d'entreprise privée à entreprise privée, et d'entreprise privée dans le cas du Monde, qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse d'un discours et qui est porteuse d'une responsabilité vis-à-vis de son audience et en fait vis-à-vis de la société. Donc c'est avec tous ces paramètres-là qu'on prend nos décisions. C'est avec ce paramètre-là qu'on a pris la décision de signer avec OpenAI, qu'on a pris la décision de signer avec Perplexity plus récemment, et on est plutôt à l'aise avec ça. Et c'est là où la multidistribution est importante. Et quand on parlait en fait du fait de produire un contenu et ensuite de l'hyper-distribuer ou de distribuer sur de nombreuses plateformes, c'est là où c'est important et où finalement ça permet de ne pas être totalement dépendant de l'une en particulier, puisqu'en fait on va chercher son public là où il est et là où on est en accord avec finalement les valeurs de la plateforme également. Je précise que le t-shirt, c'était à l'époque de Jack Dorsey. Une dernière question. Bonjour, donc je suis Emeline Julio, étudiante en journalisme à l'ISCP à Paris. Donc je me demandais plus au niveau des médias traditionnels dans les rédactions, est-ce que vous avez déjà pensé à engager des influenceurs, des personnes qui ont quand même pas mal de notoriété sur les réseaux pour produire des contenus journalistiques pour avoir plus d'audience ou pas du tout? Alors, on n'est pas fermé à ça et je pense que ça va arriver. Chez nous, c'est pas encore arrivé, mais chez d'autres médias traditionnels, ça arrive et c'est en train d'arriver. Et je pense que ça va arriver. En fait, on a principalement des journalistes. Après, on s'interdit pas effectivement de travailler ou d'embaucher ou travailler avec des influenceurs. Le tout, c'est d'aller chercher plutôt une expertise. Finalement, plutôt qu'une notoriété, la notoriété, c'est surtout la marque et la qualité du contenu. Donc, il peut y avoir déjà au sein du Parisien des créateurs de contenu, mais c'est sur des thématiques très précises qui sont un peu en dehors de la news. Le jardin ou la consommation, on a déjà un peu ça. Et je pense que ça peut arriver aussi, et ça va arriver dans la partie news, mais il faut que ce soit... je ne me permettrai pas de parler à la place de la rédaction. Je sais qu'ils y réfléchissent, qu'ils en ont beaucoup envie, mais il faut trouver le bon moyen de le faire et surtout d'aller chercher l'expertise de la personne dans le contenu et dans ce qu'elle peut apporter aussi aux médias. Ok, merci beaucoup à tous les trois d'être venus aux Assises du journalisme ce soir. Merci.